Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir. Ça fait quand même maintenant près de 4 ans qu'on essaie de répondre à vos demandes en invitant les gens qui font la Martinique. Vous avez peut-être compris que nous avions décidé d'élargir notre panel et que nous nous étions fortement éloignés du personnel politique classique. Mais pour ceux qui adorent ça, nous revenons à notre ADN, je dirais essentiel, en accueillant ce soir Daniel Chaumet. Merci aux auditeurs et aux auditrices de Zouk Télévision. Un bel bon souhait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Monsieur Chaumet, puisque ça fait quelques mois, presque quelques années qu'on ne s'était pas revus. À l'époque, nous avions invité, j'étais dans un tandem avec Mike Irask. Ça fait plaisir de vous revoir, surtout que vous êtes le premier d'une série qui probablement va durer jusqu'en juillet, en tout cas on l'espère, d'hommes et de femmes politiques. On n'abandonne pas évidemment notre volonté d'interroger ou d'interviewer et de recevoir des personnalités qui sont probablement elles aussi intéressées par la politique, mais qui ne sont pas des élus. Vous êtes un élu. Alors, je vais dresser un portrait extrêmement rapide, mais bon, vous avez un taux de notoriété qui est relativement important maintenant, puisque vous avez été au pouvoir au moins pendant 5 ans, à la pouvoir lié à votre implication dans la gouvernance, entre guillemets, du Conseil régional entre 2010 et 2015. Et à ce titre, acteur direct dans la commission permanente, mais aussi à la tête de plusieurs organismes. On va revenir dessus. Mais vous êtes enseignant, ça il faut le rappeler. C'est avec ça que vous mangez. Il faut le rappeler. Que je m'épanouis aussi. Voilà. Vous êtes un élu de la ville de Shellshare. J'allais dire enfin, mais dans l'opposition pour l'instant. Et puis vous êtes également membre, alors sauf si je me trompe, d'une espèce de parti. Collectif. Un collectif qui s'appelle KPM, Convergence Progressiste Matinique. Convergence progressiste, on traduit, hein. Convergence progressiste. Rassembler les bonnes volontés pour faire progresser notre pays. Voilà. Tout à fait. Et puis, vous êtes quand même le président de Shellshare Dynamique et Solidaire, c'est bien ça? Tout à fait, depuis 2008. Qui est le mouvement qui siège dans l'opposition à la ville de Shellshare. Et puis, il se dit, vous nous avez dit, donc vous allez peut-être nous confirmer, que vous êtes quand même relativement proche d'un mouvement politique qui s'appelle En Marche et qui est un mouvement qui a soutenu la candidature d'Emmanuel Macron. Non, proche. Vous êtes proche? C'est pas le terme. J'ai, en 2017, fait le choix de soutenir le candidat Macron. Mais depuis? Sur la base d'un projet. Justement, je n'ai jamais été encore En Marche, contrairement à ce que... Ça vous a quand même coûté votre appartenance au Parti progressiste martiniquais. Vous m'avez posé une question, je tente de répondre à la première avant de répondre à la seconde. Mais vous savez que l'ADN de cette émission, c'est l'échange. Oui, mais l'échange... Mais non, mais vous avez le temps, vous avez 1h30. Donc je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps pour vous dire les choses. Donc, en 2017, je fais le choix, effectivement, quand on regarde la panoplie des candidats, et notamment des projets, encore une fois, celui qui me semblait le plus pertinent, dans lequel je me reconnaissais le plus, c'était celui porté par le groupe En Marche, ce qui m'a permis, moi, d'exprimer un point de vue, et je crois à la pluralité des points de vue. Ouais. Maintenant, encore une fois, depuis, sur certains sujets, j'ai pris bien des distances sur un certain nombre de questions, la réforme du travail, la réforme des lycées, et plus généralement, enfin, quelque chose qui me pose un problème, c'est aujourd'hui la façon dont la représentation de l'Assemblée est écartée des grands débats. J'ai eu beaucoup de mal à accepter que quelque chose comme la réforme du travail, ça se règle par ordonnance. Que la réforme des lycées, le bac... Donc j'ai pris des distances. Encore une fois, j'ai soutenu un projet et je suis extrêmement libre. Donc d'où la démarche de convergence progressiste, c'est de transcender
L'idée, c'était de transcender, dépasser les clivages idéologiques Ouais. et pour s'inscrire dans le concret. Vous savez, vous avez fait référence à mon ancienne appartenance. Les socialistes, eux, avaient inscrit dans leur démarche les primaires. C'est assez original de permettre dans un parti à des hommes et des femmes Depuis, ça a fait école. d'exprimer leurs nuances, et de permettre aux militants, aux dirigeants de faire leur choix. Ce n'est pas une culture évidente, on va dire, chez nous. C'était pas, par exemple, la culture du PPM. Et c'est vous qui avez forcé un peu la porte, rappelez-vous, en proposant, en disant, pourquoi ne pas avoir plus de listes qu'une seule liste. Tout cela, c'est le passé, mais je le dirai une dernière fois, puisque vous m'avez posé la question il y a 1 an et demi. J'avais du mal à comprendre qu'on laisse des militants socialistes faire un choix sur les présidentielles et qu'on me donne un choix unique. Oui. Et en fait, cette idée, cette conception de la pratique, moi je garde, on va dire, mon ancrage d'homme de gauche, de progressiste, autour des valeurs de responsabilité, de service public, de justice. Mais je pense que la façon dont on mène ces combats-là, dans les instruments dans lesquels on le fait, c'est extrêmement important. Et quand tout le monde adhère, en tout cas, à une seule pensée, ce qu'on appelle la pensée unique, c'est que finalement personne ne pense. Alors, j'ai préféré cheminer, agir autrement, sans rancune, sans amertume, mais je pense que ça aussi correspond à un état d'esprit de beaucoup de nos concitoyens qui ne sont plus dans des logiques d'appareil, mais qui exigent et attendent d'un élu politique qui soit clair dans la vision qu'il propose, dans le projet qu'il propose, dans les valeurs qu'il propose et leur déclinaison pour l'avenir. C'est exactement ce que je continue à faire de manière très cohérente et de manière très libre. Est-ce que vous en êtes certain parce que beaucoup d'hommes politiques affirment que le citoyen ne souhaite plus être dans une espèce d'enfermement, on va dire ça comme ça, prisonnier de la pensée unique, prisonnier des décisions venues d'en haut, etc. Mais en réalité, quand on lui propose de voter, il vote toujours pour, et majoritairement pour des gens qui appartiennent plutôt à cette école-là. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai un regard plus nuancé que le vote sur... en tout cas, je n'ai pas de boule de cristal, hein. J'ai mon expérience, j'ai mon vécu, j'ai mon recul, mais je vois que de plus en plus, y compris pour les élections municipales, les gens votent de moins en moins. Et cette abstention-là, elle signifie quelque chose, y compris pour un scrutin auquel les gens sont très attachés de manière générale, mais particulièrement chez nous. Vous parlez des municipales? Avec les municipales. Donc, oui, mais ceux qui votent, parlons de ceux qui votent. Oui, non, mais j'ai envie de dire que tous les électeurs, donc il y a ceux qui votent pas, il faut se poser les questions du comportement vis-à-vis de choix qui arbitrent notre avenir, des décisions qui font que aujourd'hui, mon sentiment, et ça je ne l'ai pas mesuré, c'est davantage votre métier, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur la question des appareils. Est-il nécessaire d'être inscrit dans un parti pour être pour ou contre la transition énergétique? Je ne suis pas convaincu. Est-il nécessaire, dans un appareil, d'être vertébré par une idéologie pour dire que la question de la mobilité est essentielle pour notre territoire? Oui, mais ceux qui gagnent, M. Chaumet, ceux qui gagnent les élections, quand on fait l'historique, justement, de la... J'ai entendu ça, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Quand on fait l'historique, par exemple, de ceux qui gagnent au conseil régional, puis à la CTM, ce sont essentiellement des gens qui ont sorti une bannière d'un parti politique. On n'a jamais vu une liste de la société civile ou un rassemblement hétéroclite. Rien n'est éternel. Non, mais si on se base sur le passé. Oui, mais Comme vous, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce que je constate, même de manière très récente, ceux qui votent, on parle de nos concitoyens, ceux qui votent d'abord pour des gens qui n'ont pas comme culture l'ouverture totale, la démocratie, y compris, par exemple, ce qu'on appelle la participation, la démocratie participative ou la participation citoyenne. On est quand même dans quelque chose de très classique. C'est votre point de vue, je ne le partage pas, parce que je pense 2020. parce que vous réduisez votre analyse à
au comportement de ceux qui votent. Ouais. Et je dis que la réflexion que nous devons mener sur la performance de notre démocratie, c'est de mesurer aussi ceux qui ne votent pas et les raisons pour lesquelles ils ne votent pas. Et de manière très, très caricaturale, c'est mon encadré, bon, grosso modo, c'est pas qu'à faire. Donc il y a un vrai problème de confiance, d'espérance. Et je pense que on en parlera ce soir. La question de l'espoir et de la confiance, c'est le carburant de toute initiative. Sans confiance, sans espérance, vous pourrez avoir du mal à convaincre quelqu'un qui a le confort de sa vie au quotidien, de faire le choix d'aller voter. Qu'est-ce qui reste ? Il reste ceux qui sont dans des appareils et qui finalement, peu importe le résultat, peu importe la performance de l'action publique, sont dans un camp. Et je ne crois pas que ça soit cela que un pays, mon pays, a besoin. Je crois que mon pays a besoin d'une respiration démocratique. S'il faut ouvrir d'autres espaces, c'est un peu la démarche que nous avions, dépasser les clivages idéologiques, viser les objectifs et faire que cette Martinique réussisse. C'est ce que j'ai à cœur, voir mon pays réussir dans des domaines essentiels. Tout à fait. Mais bon, comme vous êtes un pragmatique, il faut quand même gagner les élections. C'est du temps, c'est du temps. Il faut convaincre. C'est le temps de la pédagogie, c'est le temps du dialogue. Et je me donne ce temps. Tout à fait. Alors nous, avec notre ADN de politiquement incorrect, un certain nombre d'entre nous appellent ça la traversée du désert. Qu'est-ce que vous en pensez ? En parlant de qui ? De quoi ? En parlant de vous. Quand vous dites, écoutez, je vais prendre mon temps, je vais réfléchir, s'il le faut, je vais 100 fois remettre l'ouvrage sur le métier. C'est dur à supporter, ça ? Pas du tout. Vous savez, tout dépend de la raison pour laquelle vous vous engagez. Alors, quels sont les ressorts ? J'ai fait le choix. Quels sont les ressorts ? J'ai fait le choix de m'engager à 30 ans dans l'action collective et l'action politique. Pas pour me faire une carrière, j'avais déjà un métier, pas parce que j'avais un problème existentiel. Donc je pense qu'il y a des médecins très qualifiés pour ça. Mais parce que je disais que la situation de mon pays ne me convenait pas et que j'ai choisi d'être acteur plutôt que d'être spectateur. Un acteur, voilà. Et accepter la pratique démocratique et ses principes élémentaires, c'est prendre le temps. Pour certains, les choses se passent très vite. J'ai envie de dire, les choses ne se sont pas passées si mal que ça. Je me suis vraiment engagé en 2001. En 2008, j'étais candidat au municipal à Schellcher avec un résultat remarquable. J'étais l'un des plus jeunes élus de la Martinique, à l'époque avec Justin Panfil, moins de 40 ans, et nous avions arbitré une élection entre deux camps. Personne ne l'imaginait à cette époque. Pas même vous, je m'en souviens. En 2010, j'ai été conseiller régional. Bon, voilà, j'ai pu cultiver quelques succès. Et j'ai envie de dire, ça fait partie de la conviction. Je pense que bien au contraire, ça honore l'engagement. Il faut savoir pourquoi on fait de la politique. Moi, je fais de la politique pour servir mon pays, parce que j'ai des idées, j'ai des convictions. Et je pense que je ne suis pas prêt à tout pour gagner. Je ne suis pas prêt à tous les compromis. Je sais faire la différence entre loyauté et docilité. Je n'ai jamais été docile, j'ai toujours été loyal à des principes, à des valeurs et à une vision. Là, vous dressez un portrait de vous qui est plutôt flatteur quand vous dites loyauté et pas docilité, mais... Bien sûr, non, c'est un trait de caractère. Mais pourquoi vous renoncez à la notion de rébellion ? Non, la loyauté, c'est justement être fidèle à ses principes. Vous savez, être fidèle à ses principes, c'est les appliquer. Donc, parce que l'image qu'on a de vous, quand à des moments, je n'ai pas été d'accord, ouais. Quand d'autres le disaient et se taisaient, je le disais, je le faisais savoir. Mais attendez, voilà. Monsieur Chaumet, ce qui vous caractérise et qui caractérise beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de ceux qui font partie de la jeune génération, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire les gens qui ont grosso modo moins de 60 ans, puisque comme là... J'en suis quand même loin, j'ai Oui, vous voyez... Vous n'avez pas dit mon âge aux auditeurs. Vous êtes dedans, puisque on assiste à un allongement de la durée de vie politique. J'entre à peine dans la cinquantaine. Voilà, mais vous voyez, je vous ai donné une marge. Ce qui vous caractérise, c'est de dire non souvent. Pas du tout. Attendez, on va faire un peu d'histoire. Pas du tout, non. Vous savez que tous les gens qui nous écoutent ne vous connaissent pas forcément. Donc on va faire un peu d'histoire. Vous avez dit non, pour commencer, aux pontes du PPM, à l'époque, les grands du PPM, en soutenant de manière forte la candidature de Serge Letchimy à la présidence du parti. Et vous savez qu'il y avait des gens qui étaient opposés à ce que Serge Letchimy prenne
la présidence du parti. Donc vous avez déjà dit non. Ensuite, vous avez dit non à Serge Letchimy quand il vous a indiqué que ce ne serait pas très sympa de vous engager au municipal à Chelcher. Vous lui avez dit non, moi j'y vais, advienne que pourra. Donc vous dites non. Vous dites à nouveau non à Serge Letchimy quand il vous dit à nouveau en 2014, Dany, laisse tomber la ville de Chelcher. Vous dites donc une deuxième fois non. Vous dites une troisième fois non à Serge Letchimy en 2017, quand il s'agit de choisir le candidat à soutenir par le parti pour les élections présidentielles. Vous dites non à un ensemble on va dire, d'hommes politiques classiques qui vous disent Dany, reste avec nous à l'intérieur du PPM, ton avenir est là, etc. Et sois un peu plus calme. Et vous dites non, non seulement je dis non, mais en plus je présente ma liste pour diriger le PPM. Pas du tout, secrétaire général. Oui, allez, un secrétaire général, théoriquement, il dirige de manière... Donc, ça fait beaucoup de noms. Et puis, il y a encore un nom. Quand vous dites je sors du PPM, alors, on ne va pas revenir sur qui est sorti, est-ce qu'on vous a mis dehors ou pas, c'est pas ça l'essentiel. Vous n'y êtes plus. Et beaucoup de gens viennent vous voir en vous disant, bon, voilà un jeune dynamique qui a réussi sur un certain nombre de domaines qu'on va évoquer dans l'émission, et qui vous demande de les rejoindre. Vous dites non. Moi, je crée mon propre mouvement, donc on en a parlé, le fameux KPN. Ça fait beaucoup de noms. Vous avez pris 5 minutes pour dire ça. C'est bon, hein? J'ai compté, donc je peux avoir au moins la moitié pour vous répondre. Vous avez tout le temps pour me répondre. Je trouve que cette approche est une démarche caricaturale. Ce qui fait la vie d'un parti, encore une fois, c'est pas sa capacité à dire oui. Vous pensez que dans un grand parti comme le Parti socialiste, des gens comme Mitterrand, Rocard et tous les autres se disaient oui à tout? Il y a des débats. Dans les partis, il y a des choix. Et dans les partis démocratiques, le droit de tendance, c'est pas comment dirais-je, un crime de lèse-majesté. Faire une liste dans un congrès, c'est porter une nuance à l'intérieur du parti de manière saine. Donc j'ai pas dit non. Donc c'est un peu caricatural. Maintenant, encore une fois, j'ai toujours été très vertical dans mes choix. Très vertical. Ouais, mais si la tendance est horizontale... Maintenant, c'est malheureux. Si la tendance est horizontale, être vertical, ça peut poser des problèmes. Vous avez du mal à accepter que j'ai fait le choix de quitter pas du tout. Ça fait 3 ans, et on en est à cette émission en 2020, c'est-à-dire 3 ans après cette décision, à en reparler. Non. J'espère que j'aurai terminé après cet échange, on pourra passer à autre chose. Je pense que ce qui me caractérise, contrairement à ce que vous dites, beaucoup de gens me disent, voilà, Dany, tu es plutôt quelqu'un qui connaît très bien tes dossiers. Non, sur ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur ça. Excusez-moi, j'ai pas terminé. Oui, allez-y. Donc, mon identité politique, ce n'est pas uniquement mes choix dans un appareil, c'est aussi ma capacité à exercer des responsabilités quand j'ai eu à les faire de manière très loyale, parce que on a pu identifier des possibilités de le faire. Mais encore une fois, c'est la vie d'un parti, c'est la vie d'une famille. Dans une journée, on peut dire madame oui le matin, puis l'après-midi on peut dire non. La question c'est pas tant ce qui est fondamental, c'est pas tant ce qui peut à un moment donné vous opposer, mais ce qui vous unit, des valeurs communes, un projet commun. J'ai considéré à un moment donné que je ne pouvais pas changer le sens du mot camarade, j'ai préféré changer de camarade. Parce que quand sur des choses aussi importantes que la démocratie dans ce parti, on peut avoir de telles divergences de façon de procéder, et je ne jette pas l'opprobre sur ceux qui ont fait le choix d'y rester. J'ai considéré que ma place était d'agir utilement ailleurs, et tout en restant vertical, et en disant oui à ce en quoi je crois. Et c'est cela que je souhaite partager avec les Martiniquais. Mais vous aurez le temps de le partager. Ce que vous avez peut-être oublié, c'est que j'ai indiqué que vous avez dit non, à la fois quand vous étiez à l'intérieur du PPM, mais aussi à l'extérieur du PPM. À quel sujet? Je vous ai cité, quand vous sortez du PPM, je prends une décision, c'est pas... J'ai pas fait semblant de partir, je suis parti, point. Mais ça n'a rien à voir avec le PPM.
Écoutez-moi, quand vous sortez du PPM, je rappelais à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que vous étiez l'objet de sollicitations d'autres partis, d'autres tendances qui vous disaient vous êtes quelqu'un qui connaît bien ces dossiers. Ah, d'accord. Voilà, cette partie-là aussi indique peut-être un trait de caractère. Voilà, c'est ça. Est-ce que chez vous, il y a un trait de caractère? Ah oui, ça c'est un boucle norme. Ils vont chômer. Bon, voilà. C'est un trait de caractère chez mon frère, que tu connais, Patrick, qui a un aspect beaucoup plus doux que le mien. Mais il n'est pas arrivé là où il est arrivé en étant un agneau. J'ai une petite sœur qui est ma petite sœur chérie, que j'embrasse. C'est peut-être un trait de caractère, mais c'est aussi ce qui prouve la sincérité de l'engagement. Vous savez, des gens qui vous disent oui tout le temps, je m'en méfie. Je préfère à côté de moi des gens qui me disent oui, non, qui argumentent et qui restent dans le dialogue et le respect. Et peut-être que ce qui manque sans doute en politique, de manière générale, c'est peut-être cette vérité-là, où on fait semblant de dire oui et on pense non, ou on fait semblant de dire non mais on pense oui. Eh bien moi, j'ai peut-être le trait de caractère, quand je pense non, je dis non, quand je pense oui, je dis oui, et je ne suis pas un courtisan, je n'ai pas fait le choix de faire carrière. Je vois où vous voulez en venir. Non, vous ne voyez pas du tout. Et j'ai peut-être fait, à des moments où beaucoup auraient fait le choix de se taire ou de faire autrement, d'assumer le risque d'exprimer la singularité de mes positions, mais toujours dans le respect des autres. Très bien. Alors, comme vous voyez où je veux en venir, on est pile poil dans la transition que j'espérais. C'est fabuleux parce que vous venez de dire... Je commence à vous connaître, monsieur Marchand. Et moi, je suis capable de dire la vérité. En fait, c'est ça. Si je résume... Ok, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Alors, la forme est importante, vous savez, il n'est pas utile de vexer les hommes, puisque c'est un des travers en politique. Vous avez vu ce qui est marqué derrière. Là. Mais oui, mais ça, vous êtes journaliste, moi je suis politique. Vous savez, le travers, c'est que à trop vexer les gens, on transforme un problème de fond, un problème politique, en problème de personne. Et c'est peut-être, à mon avis, la configuration la plus détestable de ce que peut être l'action publique, où la question n'est plus qui dit, mais que dis-tu, que dis-tu, mais qui dit. Alors qu'au fond, ce qui doit faire sens, c'est véritablement les lignes de partage sur les positions, sur les projets que nous voulons porter. Et de ce point de vue, j'ai peut-être, on va dire, la qualité, certains diront, ou le courage, d'autres diront, l'audace de dire ce que je pense. Je tâche de le faire avec le temps, le recul et sans doute l'expérience de ma cinquantaine d'années, de faire en sorte que ça reste constructif. Alors critique doit être une critique qui permet d'avancer, pas de se soulager. On va vous tester sur ça, là. On va vous tester en grand. Vous avez peut-être assisté à la conférence d'André Lucrèce à la mairie de Schœlcher sur les notions de corruption. La corruption dans la société martiniquaise. Si on vous pose la question de savoir si notre classe politique est atteinte à des degrés divers par ce mal qu'est la corruption, vous répondez quoi? Moi, je pense que la grande majorité de nos élus sont des gens qui, du point de vue de l'éthique, sont des gens moralement responsables et respectables. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir des travers et quand ils sont là, il faut pouvoir les dénoncer. Et pour cela, il y a des instances pour le faire. Et c'est d'ailleurs pour beaucoup une des raisons qui fait qu'en droit français, entre le moment où on prend une décision, où on fait voter un texte et on trouve des financements, il se passe du temps parce qu'il y a du contrôle. Il y a du contrôle. C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'il y a de la fraude électorale? Bon, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. Donc, mais quand on va à une élection, parce que c'est suffisamment important, il s'agit de deniers publics, il y a du contrôle pour faire que les choses soient faites de la manière la plus transparente et la plus droite possible. Et partout où il y a des failles, soit le législateur a la capacité de se saisir pour dire là il y a une difficulté, ou j'ai envie de dire tout acte juridique administratif doit être soumis au contrôle de légalité. Vous dites ça prend du temps parce qu'il y a du contrôle, et si moi je vous dis que souvent ça prend du temps parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ça n'avance pas. Alors de quoi vous parlez quand vous dites ça allons parler de la grève au SMTVD. Ah oui, je me suis exprimé clairement dessus. Oui, non mais attendez, vous êtes là dans cette émission. J'ai parlé clairement de ça. Vous ne vous êtes pas encore exprimé dans cette émission.
On est sidéré quand on interroge les Martiniquais par leur réponse. Ils disent on n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il y a eu une grève, la grève s'est terminée et on n'a rien compris. Première réponse. Deuxième réponse, c'est extraordinaire. Cette grève n'a pas eu comme point de démarrage une revendication salariale. Bien au contraire. Et pourtant, une grève, alors dans la tête des Martiniquais, quand on fait grève, c'est qu'il y a soit un problème de conditions de travail, soit un problème de revendication salariale. Et effectivement, statistiquement, c'est souvent le cas pour ces deux points. Ils ont dit, mais c'était pas vraiment ça, et la grève a duré plusieurs semaines. Alors, on vous a entendu, mais pas sur ce plateau. C'est peut-être le moment de nous dire ce que vous en pensez de cette histoire, parce qu'on a l'impression que quelque part, il y a des choses à minima bizarres. À minima bizarre, moi je pense qu'il y a déjà des choses qui sont pas normales. Il n'est pas normal, et je l'ai dit à la CACEM, puisque la CACEM a une compétence déchets par des élus qui y siègent au SMTVD, qui est on va dire l'entité qui gère le traitement de nos déchets. Il n'est pas normal que sur le simple principe de la présence des présidents de communauté, des 3 présidents de communauté, on ait attendu près de 3 semaines pour que les gens puissent dialoguer. Et si on regarde le moment où est-ce que certains de ces présidents, puisque 2 seulement d'entre eux sont venus, il y en a un qui a totalement disparu, une fois que ces gens-là se sont assis autour de une table, 3 jours après, le problème était réglé. Et on peut comprendre la colère légitime d'un usager ou de restaurateur, d'un hôtelier, de dire il n'est pas normal qu'on en arrive à des situations aussi tendues pour juste des questions de savoir est-ce que le président de la CACEM de l'Espace Sud ou de Cap-Nord vient ou ne vient pas. Ça, c'est une première chose. Et là, je pense que je n'ai pas approuvé cette hésitation de 3 présidents de communauté à venir là où les syndicats demandaient qu'ils soient, alors que l'élection du président du SMTVD avait à peine 15 jours. Il a été élu à l'unanimité. Alors moi, je me suis posé quelques questions. Alors pourquoi avait-il si peu d'entrain à y venir? Vous savez, et là, on est vraiment au cœur d'une des difficultés. Est-ce que vous comprenez qu'un président peut dire... Je soupçonne, je n'ai pas la preuve de ça, je soupçonne qu'il y a des enjeux électoraux, d'intention de soutien qui se sont organisés lors de l'élection de Cap-Nord et qui faisaient que, voilà, celui qui a été, encore une fois, dans un camp, a été réélu. Mais moi, je trouve que les problèmes au SMTVD, ils sont lourds. Alors parlons des problèmes. Ils sont lourds, et c'est là. Ouais. Comment expliquer qu'il ait fallu attendre l'intervention d'acteurs syndicaux pour indiquer que les coûts de la location de matériel, c'est quasiment 30% du budget de la structure. Enfin, c'est quand même le préfet s'en est étonné et s'est fendu d'un courrier relativement cinglant. C'est inhabituel. Alors, j'avais résumé la chose. Expliquez ça. J'avais résumé le SMTVD, il y a de l'enfouissement, il y a besoin de matériel technique de maintenance. Et le SMTVD a fait un choix que je condamne. D'ailleurs, je l'ai dit clairement, je l'ai écrit, je le condamne. Il n'est pas normal qu'on ait fait le choix de la location quand l'acquisition permet de faire à moindre coût. Alors l'acquisition, ça veut dire que vous lissez la dépense sur plusieurs années, etc. Alors que 4 à 5 millions d'euros de frais de location de matériel pour exercer cette mission, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en administration, c'est du fonctionnement. C'est-à-dire que c'est des dépenses de fonctionnement. Et du coup, cette collectivité qui a un vrai besoin d'investissement, la 3e ligne de four, c'est toujours pas fait. Alors expliquons, parce que allons être un tout petit peu pédagogue. Pédagogue. Ah ouais. Donc, quand vous dites qu'il y a de l'enfouissement, décrivez-nous un petit peu le système des déchets, parce qu'on parle de ça, on parle des déchets. Pour arriver d'abord sur le choix et l'arbitrage, moi je pense qu'il y avait là ce qui pour moi est une incompréhension de choix de faire l'allocation plutôt que de l'acquisition. Donc on parle bien de matériel nécessaire. Donc en clair, au lieu d'acheter le matériel, il le louait. Et au total, ça coûte beaucoup plus cher de louer. Au final, beaucoup plus cher de louer. Et puis surtout chaque mois, il faut sortir les loyers. Bon, vous dites que ça, c'est une aberration. Enfin, vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, à le dire. Le préfet l'a dit. Enfin, je le dis qu'après lui. Même les salariés le disent. Bon, très bien. Apparemment, ça a été réglé. Mais plus globalement, est-ce que
il y a une espèce de focus sur le SMTVD, mais plus globalement, est-ce que la question des déchets en Martinique n'est pas, là encore, une problématique majeure, mal gérée, sans ambition. Bon, alors, on vous a guère entendu là-dessus dans le grand public. Ah, c'est l'occasion. J'ai vraiment l'occasion. Vous savez, la Martinique est un territoire de 1000 km², il faut bien comprendre. Traiter ces déchets, c'est un vrai enjeu pour l'avenir. Il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux environnementaux, et il y a même des enjeux économiques, parce qu'on peut valoriser nos déchets. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 2 grandes unités de traitement de nos déchets. C'est l'usine d'incinération, donc il y a brûler les déchets. C'est à Dillon. À Dillon, près de 100 000 tonnes quand elle fonctionne, puisqu'il y a beaucoup de maintenance et qu'elle en surchauffe. L'ancien exutoire qu'il y avait à Céron, à Sainte-Luce, c'est fini. Et donc, il y a on fait de la pédagogie. Quand vous dites l'ancien exutoire qu'il y avait à c'est-à-dire qu'il y avait une capacité d'enfouissement de déchets, il y avait une décharge. On creusait des trous et on mettait des déchets. Non, mais c'est la technique. Ouais. C'est la technique. Et on le fait dans des conditions avec des casiers pour s'assurer qu'il n'y a pas, etc. Et cette décharge est fermée. Entre-temps, ce qu'on appelle le CSDU, le centre de déchets ultime, je dis bien ultime, le U est important, qui est à Petit Galion au Robert, était censé prendre le relais. Mais pour que cet équipement, qui est coûteux, mais qui est quand même un sacrifice écologique, on enfouit les déchets. Et ça doit nous interpeller. Est-ce que notre territoire, c'est un territoire qui a vocation éternellement à enfouir des déchets? Je suis de ceux qui disent qu'il faut avoir une vraie ambition sur la question des déchets pour que ça soit uniquement les déchets ultimes que l'on enterre. Attendez, faisons un petit point là-dessus. Il faut quand même rappeler... Juste une chose. Concrètement, mais attendez, on a le temps. On a le temps, mais il faut que les gens comprennent. Il faut quand même dire la chose suivante, c'est que vous dites c'est un lieu qui est destiné à recevoir des déchets ultimes. J'y arrivais. Alors, dites-nous ce que c'est qu'un déchet ultime. Donc, déchet ultime, ça veut dire la partie du déchet qui n'est pas traitable. Donnez-nous des exemples. Exemple, une bouteille d'eau en plastique. S'il n'y a pas assez de déchetterie installée sur la Martinique, plutôt que les gens fassent du tri, ils mettent poubelle dans sa chaise poubelle là. Et finalement, ces déchets qui auraient pu être recyclés, qui auraient pu être réinventés à une autre vie, eh bien, ne le sont pas. Alors, l'insuffisance de l'ambition politique, mais ça demande des investissements colossaux, tout ça. Organiser la filière, mettre des déchetteries, organiser la collecte, passer plus souvent pour qu'on ne voit pas les déchetteries déborder comme on le voit à certains endroits et jamais remplies comme on le voit à d'autres. Donc, pour plein de raisons que l'on pourrait expliquer au détail, on enfouit là des choses qui ne devraient pas être enfouies. Premier problème. On les enfouit, mais parfois, il n'y a même pas de compacteur, puisque le déchet, ça prend de la place. Si on veut être économe, il faut qu'on tasse ces bagailles-là. Mon compacteur était près de 8 mois sans fonctionner. Ce qui fait que quelque chose qui aurait dû durer 20 ans, aujourd'hui, les projections pessimistes disent qu'à ce rythme, dans 10 ans, on ne sait plus où on va mettre nos déchets. Donc, comme les déchets ne sont pas compactés, ça prend plus de place. Est-ce que vous croyez qu'il faut 8 mois pour ouvrir des plis et attribuer un marché? Donc, on est là face à des choses, des dysfonctionnements graves, moi je pense, au SMTVD. Quelles en sont les raisons? Il y a des dysfonctionnements, je ne suis pas élu au SMTVD, je vous poserai des questions. Attendez, un dysfonctionnement. Sur des choix. Vous disiez, moi, j'ai la parole libre. Alors, à cause de quoi tout ça? Mais je ne m'explique pas qu'on prenne 8 mois pour ouvrir des plis, monsieur Marajou. C'est magique. C'est pas magique. Non, je ne m'explique pas qu'on fasse le choix de l'allocation plutôt que de l'acquisition. Je ne m'explique pas que sur ces questions-là, qui nécessitent qu'il y ait un vrai discours politique sur la question des déchets, sur la mise en place de vraies filières pour valoriser, pour qu'on ait vraiment ce qu'on appelle de l'économie circulaire. Est-ce que vous savez qu'on a fabriqué un équipement de près de 15 millions d'euros, financé par les fonds européens, les fonds de la collectivité publique, CIDREP, qui devait à l'époque collecter les bouteilles en plastique, faire des capsules pour qu'on refasse des bouteilles en plastique. C'est une usine. C'était une usine. Cette usine est fermée, le matériel a été vendu parce qu'il n'y avait pas assez de déchets récupérés. Est-ce que vous savez que, toujours sous la compétence du SMTVD, à côté du SMTVD, il existe ce qu'on appelle le centre de valorisation des déchets organiques. Grosso modo, plutôt que de mettre manger la cantine dans poubelle, puis elle enfouie, on met les amendements organiques, la nourriture, les déchets verts là, pour faire deux choses, de l'électricité, donc c'est ce qu'on appelle de l'économie circulaire, ou bien de la valorisation organique.
ce bâtiment... Attendez, on fait l'électricité avec quoi alors? Alors, c'est un mécanisme un peu complexe. On fait de ce qu'on appelle de la méthanisation. Donc, en fait, On fait du gaz, en fait. Les déchets se dégradent, et etc. Donc, il y a tout un système qui permet, à partir de déchets, de dire, mais ce déchet, on en fait une opportunité, on en fait un combustible. C'est quelque chose qui produit quelque chose d'utile, du gaz, de l'électricité. Ben, aujourd'hui, donc on brûle le gaz. Alors, vous savez, les gens, ils veulent bien comprendre. On produit du gaz, ouais. On produit du gaz, donc, et on produit au final... Et on brûle le gaz pour faire de l'électricité. On fait de l'électricité. Et ça a fonctionné ou pas? Ça ne fonctionne pas depuis 10 ans. Attendez, la somme des choses que vous ne vous expliquez pas est en train d'atteindre quand même des volumes extraordinaires. Donc je dis aujourd'hui, et face à ça, je Monsieur dis Chaumet, vous vous dites, je ne m'explique pas ça. Il y a bien un moment où vous trouvez une explication, j'ai appelé non? ça la kakistocratie. Non, mais attendez, allons rester dans des trucs compréhensibles par l'ensemble de nos citoyens. Les gens sont là en train de se dire, Dany Chaumet, ça fait au moins 10 trucs qui ne s'expliquent pas. Non, je dis très bien. Vous savez, quand vous avez une équipe de football, oui. Tu as de bonnes équipes qui gagnent des matchs, et puis il y a des mauvaises équipes qui perdent des matchs. Mais il y a une raison. Quand vous dites qu'ils sont mauvais, là, ils sont mauvais, là, en fait. Je pense que sur les déchets, on a là, quand même, la preuve d'une très mauvaise équipe. De mauvais résultats. Non, je parle de l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, les choix qui ont été faits sur les déchets, notamment au SMTVD, et singulièrement sans doute à sa tête, sont de mauvais choix. Mais pour quelle raison? Un type peut pas, parce que Monsieur Caquin est là depuis plusieurs années. C'est pas lui seul. Non, mais attendez, on va pas faire une focus éternellement sur les présidents. Non, mais attendez, moi, ce que j'essaie de comprendre, et que vous m'aidiez, j'ai pas la réponse à votre question. Que vous nous aidiez à comprendre. J'ai pas la réponse à votre question. Moi, je suis un élu politique. Je dis que quand on met en place un projet ambitieux sur les déchets, c'est pour traiter un problème des Martiniquais. J'observe que ce problème n'est pas réglé ou il est mal réglé. Et je pense qu'il y a des façons de faire pour le régler convenablement. Vous n'avez pas fait votre petite enquête pour comprendre pourquoi? Parce que vous êtes un élu de la CACEM, là. Très bien. Ça veut dire que depuis 4 mois. Voilà, vous allez avoir sur vos épaules, au bout de 6 ans, une responsabilité partagée. Puisque faites partie d'une assemblée, vous n'allez pas vous défiler, vous allez dire... je vais poser des questions, vous pensez bien. Voilà. Je ne suis pas la majorité, je vous avais observé que je ne suis pas le président de la CACEM. Je ne vous parle pas de décision politique, je vous parle de votre rôle... D'interpellation, tout à fait. Voilà. Vous nous promettez de leur demander qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans. Mais M. Marajo, ça a été fait la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils nous ont répondu qu'il y aura un échange, puisque c'était pas l'ordre du jour, qu'il y aura un débat sur ces questions-là, comme sur les questions de l'eau. Vous n'avez pas votre petite idée? Vous savez, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, et je ne veux pas rentrer dans la parole légère, l'a priori ou le préjugé. Maintenant, je pense que c'est important dans l'action publique de mesurer la performance de l'action publique. Nous avons besoin d'un incinérateur, d'une 3e ligne de four, puisque les 2 suffisent à peine, cela n'est pas fait. Nous avons besoin d'un vrai projet ambitieux pour éviter d'enfouir trop en Martinique, parce que nous n'y 1000 km². Sur ça, on n'arrive pas à s'en sortir. On a peut-être besoin d'une nouvelle réglementation. Ce sont des sujets qui, techniquement, posent des problèmes en Martinique. Pour traiter les déchets dangereux, jusqu'à présent, cette réglementation n'existe pas. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Et plutôt que de tenter de m'expliquer, M. Marajo, le pourquoi du comment de Sakidé, Diabla, qui package Diabla, aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il faut dire aux Martiniquais, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en mesure de dire, mais voilà, dans matière de déchets, moi, je veux faire de la valorisation des déchets une priorité dans mon pays. Je pense que... Ces hommes et ces femmes ne sont pas au pouvoir pour l'instant. Ils ne sont pas au pouvoir, mais je pense qu'on peut faire reprendre espoir aux Martiniquais plutôt que de tenter de détricoter des choses qui se sont passées. Ça, c'est le rétroviseur. Moi, je veux viser l'avenir. On peut mettre une 3e ligne de four en Martinique. Alors, restons sur cette 3e ligne de four. Il s'agit de... Les fours en question brûlent les ordures dans l'usine d'incinération. Dites-moi si je me trompe. Depuis plusieurs années, il est question de doter cette usine d'une 3e ligne de four. D'augmenter sa capacité, de la doubler. Oui, de brûler plus d'ordures, on va dire ça comme ça. Puisque il est interdit, théoriquement, d'enfouir des ordures qui peuvent être triées. C'est ce qu'on passe notre temps à faire, on est bien d'accord, c'est ce que vous nous avez dit. 2/3 des ordures sont enfouies alors que ces 2/3 devraient être triées. Pour être mieux triées. Bon, ok. Et comment se fait-il que depuis des années, on n'arrive pas à financer, il y en a pour, si mes souvenirs sont bons, environ 50 millions d'euros. 50 millions d'euros.
Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Monsieur Marajo, encore une fois, vous allez me poser la question 25 fois. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, ce besoin d'équipement, il est absolument nécessaire. Et que ceux qui ont la responsabilité de le faire, donc surtout à eux de poser la question, ne le réalisent pas. Vous avez votre idée. Mais je ne suis pas là pour évoquer mon idée. Moi, je suis là pour dire il faut le faire, on est en mesure de le faire, on doit le faire. Et moi j'ai le droit de même que sur la question de l'eau, ouais. vous non, me dites, attendez, sur la question de l'eau, ça fait 12 ans. Non, laissez l'eau tranquille, on va y venir. Mais monsieur Marajo, pour qu'on économise du temps. Non, moi j'ai des questions qui me sont posées par... Non, mais attendez, j'ai des questions qui me sont posées par mes auditeurs, mes téléspectateurs, qui me disent la chose suivante. Pourquoi? J'ai pas la réponse. Donc, je dis qu'il y a des dysfonctionnements graves. Ouais. Je ne siège pas dans ces instances et je n'ai pas la réponse. Maintenant, moi, ce que je pense qui est utile de démontrer aux Martiniquais, c'est que plus que de faire le constat de l'échec, de la cause de l'échec, ouais. Il y a des solutions. Alors, parlons des solutions. Parlons des solutions. Alors, moi, je m'adresse à quelqu'un qui a des solutions. On est bien d'accord, puisque vous allez nous les donner, mais qui n'est pas au pouvoir. Donc, les Martiniquais qui sont avec des gens qui sont au pouvoir, mais qui n'ont pas les solutions, et surtout, qui ne nous disent pas pour quelles raisons ça ne marche pas, eux, ils restent sur leur faim, en fait. Parce que vous, le temps que vous ayez le pouvoir, eux, ils sont des laissés pour compte, là. Pas du tout, pas du tout. Expliquez-leur pourquoi il y a des ordures qui ne sont pas brûlées, pourquoi il y a des ordures qui ne devraient pas être enfouies, qui sont enfouies, pourquoi il n'y a pas de compacteur, pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous avez votre petite idée. Puis, tout à l'heure, vous me disiez, écoutez, moi, monsieur, j'ai ma parole libre. Monsieur Marajo, ça fait 6 fois que vous me posez la question. Et ça fait 6 fois que je vous fais la même réponse. Mais attendez, j'ai d'autres sujets. J'ai identifié. J'ai 6 sujets, vous allez chaque fois me dire que vous n'avez pas la réponse? Pourquoi vous dites ça? On va les passer en revue. La question n'est pas de savoir. Je ne suis pas, moi, comment dirais-je? Vous n'êtes pas un délateur? Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas... Mon cachet chez moi. On n'est pas là pour faire l'autopsie. Je ne suis pas, pas dans la posture de l'autopsie. Je dis, voilà, aujourd'hui, voici les enjeux, voici les nécessités, et voici le chemin à suivre. C'est de ça dont je peux parler. Combien de temps ça prend? Parce que les types, les gens là, il faut qu'on leur dise combien de temps ils vont devoir attendre. Hein. De quoi vous parlez? Quand est-ce qu'on aura un système de gestion des déchets évitera... Sans doute quand vous aurez à la tête de ces instances des gens qui savent faire. Ça veut dire quoi? Je pense qu'aujourd'hui, minimum 6 ans. Je pense que l'équipe est en place à démontrer qu'elle ne sait pas faire. Donc ça veut dire quoi? Il faut les virer? Ça s'appelle la démocratie. Non mais vous, qu'est-ce que vous proposez? Ça s'appelle la démocratie. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps des échanges, des débats. Ouais. Il y aura un temps d'élection. Et nous ferons la démonstration qu'il est possible de réussir. C'est de ça dont je veux parler. Je ne suis pas là. Encore une fois, vous pensez bien que dans la construction, il ne s'agit pas d'être dans le décret Yaka. Il faut qu'on... Mais je dis simplement à des moments, il y a des acteurs... jamais à être élu, on va rester dans la merde jusqu'à combien de temps? Cela sera prouvé que ceux qui ne votent pas pour moi ont eu tort. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire les choses avancer, non? Que d'attendre d'être élu. Peut-être qu'en dénonçant... Dénonçant quoi, monsieur Marajo? C'est clair. J'ai été clair. J'ai écrit, et vous avez le texte, que là, on a la démonstration qu'on a affaire à des mauvais. Comment dire les choses plus crûment que ça? Non, je ne parlais pas de dénoncer des gens. Donc, je parlais de dénoncer les causes. Les causes, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Les causes, je ne les connais pas. Maintenant, vous savez, quand je suis enseignant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire réussir toute ma classe d'âge au bac. Ouais. Quelqu'un peut être un parent, donc ne pas être averti sur les questions pédagogiques. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de savoir comment je m'y prends, c'est le résultat. Si tous mes élèves ont mention très bien, ce parent pourra dire, monsieur a bien fait son boulot. Si tous mes élèves sont à l'oral en physique, indépendamment des causes, il va dire, monsieur est mauvais, et s'il a un petit frère, il ne voudra pas que j'ai ce prof-là. Aujourd'hui... Mais il va se poser la question. Il peut se la poser, mais ça ne va pas résoudre le problème. Aujourd'hui, résoudre le problème, c'est mettre les bons hommes aux bons endroits. Bon, ok. Mais les bons hommes ou les mauvais hommes peuvent à nouveau être confrontés aux mêmes problématiques et aller à l'échec. Mais c'est pour ça qu'il est important de faire ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Parce qu'à un moment donné, plus que de savoir si on est dans tel camp ou dans tel camp, on sera en mesure de dire, voilà, monsieur Untel ou monsieur Choumet, vous avez promis ou vous êtes engagé à faire cela, à mi-parcours, où en êtes-vous? Très bien.
en fin de parcours, on est là. Aujourd'hui, on a beaucoup de ces acteurs, et ce n'est pas que le cas du SMTVD, où la question de l'évaluation des politiques publiques n'est pas au cœur de la préoccupation. Donc si on ne mesure pas la performance, eh bien, comme vous le dites, les choses peuvent se répéter indéfiniment et finalement on n'a de compte à rendre à personne. Oui, mais je suis de ceux qui disent qu'il faut de l'évaluation pour pouvoir caractériser les succès, caractériser les échecs et, le cas échéant, fouiller et savoir ce qui est la cause d'un échec, parce qu'il peut avoir une bonne raison à un échec. Bien sûr. Et faire en sorte que cette expérience-là puisse servir à ceux et celles qui auront la responsabilité de conduire les projets. Alors, on va passer à une deuxième thématique qui vous tient à cœur, mais j'ai l'impression qu'on va redire les mêmes choses. C'est l'eau. Alors, on a une problématique majeure en Martinique, c'est qu'il y a 2 milliards de mètres cubes qui tombent sur, j'allais dire, grâce à Dieu. Aussi. Juste pour vous embêter un peu sur notre terre, c'est fantastique. 2 milliards de mètres cubes, et on n'est pas foutu capable de mettre de l'eau dans les robinets de gens, de dizaines de milliers, parce que c'est pas 1000 personnes, c'est des dizaines de milliers de foyers en Martinique, quand une sécheresse plus ou moins dure pointe son nez. Comment vous expliquez ça ? Moi, je pense que, au-delà du discours et de ce que vous dites, qui est en partie vrai, justement pour tenter d'expliquer. Mais vous savez que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Pour tenter d'expliquer, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet qui est historique, qui est ancien, c'est qu'en Outre-mer, les lois sur l'eau, qui ont permis à la France de dire, mais voilà comment on va organiser la compétence, voilà comment on va organiser les recettes, voilà comment on va organiser les investissements, parce qu'il faut faire du réseau, parce qu'il faut faire, etc., de l'assainissement collectif à certains endroits, de l'assainissement individuel à d'autres. Ces lois sur l'eau se sont appliquées avec 50 ans d'avance en France, pour ne pas dire 50 ans de retard en Outre-mer français. On préfère la deuxième version. Nous, on a attendu 50 ans. On a attendu 50 ans, ce qui s'est appliqué en France. Ce qui fait qu'en France, les agences de l'eau qui portent ces projets-là sont de vrais mammouths puissamment armés financièrement pour répondre aux différents défis, notamment ceux de la réhabilitation des réseaux. Les politiques martiniquais ont dû, historiquement, c'est peut-être un peu caricatural, mais je fais un schéma, là où les territoires avaient des projets communs, faire des projets communaux, parce que la compétence, c'est la compétence communale. C'est MEA qui qu'à mettre de l'eau qu'à un tel. Et un peu péjorativement, 34 politiques de l'eau ne fait pas un projet politique d'eau pour la Martinique. Il a fallu attendre 2002, pour voir naître pour la première fois notre office de l'eau, l'ODE. Et c'est la première fois qu'on a véritablement pensé de manière, dans l'ingénierie, dans les financements, à concevoir un projet eau, on va dire, à l'échelle du territoire. Ça, c'est quand même une situation très handicapante qu'il faut reconnaître, même si elle n'excuse pas tout, et je vais répondre sans embâche à votre question. L'un des vrais sujets, c'est quoi ? C'est comment financer les politiques de l'eau, notamment sur la question des réseaux. Si toute l'eau que nous collections était transportée dans des réseaux qui étaient fiables, eh bien, nous n'aurions pas de problème d'eau, y compris en carême. La quantité de ressources est suffisante. Ce qui ne va pas, c'est les tuyaux. Ce qui ne va pas, c'est que nous transportons, et là je pense que les gens me comprendront, nous transportons l'eau dans des passoires. Donc, ou à beau mettre de l'eau dans passoire-là, à la fin, on n'est pas très performant. Avec la conséquence que quand on transporte de l'eau dans les passoires, on est obligé de pomper 2-3 fois plus que nécessaire, donc ça coûte 2-3 fois plus cher au final. Donc, les passoires, pour que tout le monde nous comprenne, c'est les tuyaux les tuyaux fuient. Les tuyaux, on a des rendements de réseau pour dire que quand on a prélevé 100 litres d'eau potable et qu'on l'introduit dans le réseau, à certains endroits de Martinique, à la fin, il vous en reste 50. Vous perdez la moitié. Et vous êtes facturé sur ce que vous avez appelé, c'est-à-dire les 100 litres. Alors, ma question, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, la Martinique, pour une raison historique que je m'explique, a été, on va dire, la victime d'une démarche qui date de notre temps. C'est des décrets qui s'appliquaient quand ils étaient bénéfiques pour nous, avec tellement de retard qu'on s'est demandé pourquoi on a pris autant de temps. Monsieur Chaumet, il y a une question que tout le monde se pose. Donc, l'investissement. Donc, l'investissement. Non, ne parlons pas d'investissement. On a parlé des tuyaux qui sont crevés, d'accord ? Ça se prévoit, ça, que des tuyaux vont avoir une durée de vie plus ou moins longue, on est bien d'accord ? Très bien, oui. Les Martiniquais ont payé
sur leur facture, il y a une petite ligne qui est théoriquement destinée à mettre de l'argent dans la réhabilitation des réseaux. OK ? Ce qu'on appelle le fonds de travaux. Voilà. Il est clair qu'ils sont légitimes à poser la question de savoir Écoutez l'argent passé. où est passé cet argent. OK ? Est-ce que si je vous pose la question, vous allez me donner une réponse ? Bien sûr. Où est passé cet argent ? Alors, deux choses. Il faut savoir pour que l'on soit... Parce que à force de vouloir simplifier, c'est pas que je ne dis pas la vérité, à force de vouloir simplifier, on déforme la vérité. Dans la loi française, il y a une donnée qui est très importante, c'est que les recettes de l'eau paient les dépenses de l'eau. Très bien. Ça veut dire que quand plusieurs communes s'organisent en syndicats pour dire bon, on va s'organiser au SSNO dans le Nord Caraïbes, ou SCN à l'époque, puisque c'était les syndicats à l'époque, on voulait c'est les compétences, c'est les recettes que génère la politique de l'eau qui sont censées payer les investissements de l'eau. D'accord ? Quand vous avez une collectivité, par exemple, je me rappelle à l'époque en 2010, le SCNO qui avait à peine 50 000 euros de recettes d'investissement. Ça veut dire que Ça, c'était dans le Nord les Caraïbes. facturations qu'elle faisait, etc., dans le Nord Caraïbes, lui permettaient de collecter 50 000 euros de recettes. Comment voulez-vous que cette structure réalise des investissements en millions d'euros? Et c'était l'un des combats d'ailleurs qu'on a gagné. On avait inventé, en tout cas j'avais porté un combat pour qu'il y ait un plan exceptionnel d'investissement qui gomme cette totale injustice. Non, mais attendez, vous nous dites, ça c'est les recettes de, on va dire, de l'organisme politique. J'arrive à votre réponse. Non. J'arrive à votre réponse, soyez patient. Question, mais vous en posez 10. moi, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Moi aussi. On va dire la structure politique que vous avez. Non, mais attendez. La loi française. Non, mais attendez, laissez-moi aller au bout de ma question. Je fais comme vous. Non, sinon je vous laisse ma place. Expliquez aux gens. Moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent. Moi aussi. Vous, aidez-moi alors. Alors permettez-moi d'écouter. Non, mais attendez. Là, le SSNO dont vous parlez, c'est un syndicat, ok ? Donc, à sa tête, il y a des politiques. On est bien d'accord. Vous nous dites, ils font 50 000 euros de recettes. Très bien. Mais ils ont confié la gestion de l'eau. J'y arrive. Laissez-moi vous poser la question. Mais vous avez posé la question. Mais non. Laissez-moi poser. Il y a un fonds de travaux. Mais non, mais attendez. Pour que j'explique aux gens, ces gens-là, ils ne sont pas tout seuls. Ils ont confié la gestion de l'eau, la distribution de l'eau, à ce qu'on appelle un fermier. Donc c'est une deuxième question que vous me posez. Non. Alors, je voudrais que vous puissiez je réponds à la le première dire. question. Je réponds à la première question pour tenter de répondre à la seconde. J'espère qu'il n'y en aura pas une troisième qui viendra. Il y en aura. Qui viendra interférer. Donc, c'est important que les gens comprennent que on ne peut pas financer les politiques de l'eau comme ça. Les politiques de l'eau sont en principe financées par les recettes de l'eau. Quand il n'y a pas de recettes, il y a un problème. Alors, quand on n'a pas de recettes, et là je rejoins une de vos préoccupations, on doit être très vigilant sur la moindre recette que l'on a. D'accord ? Et l'une des recettes dont doivent se saisir les maîtres d'ouvrage, c'est notamment les fonds de travaux. Les fonds de travaux, c'est quoi ? C'est une partie de votre facture, d'accord ? Puisque c'est pas le syndicat, c'est un peu compliqué, mais je prends 2 secondes. C'est pas le syndicat qui vous envoie vos factures. Le syndicat dit à un gars qu'on appelle le fermier de vous donner le service d'eau, ça veut dire vos factures, de l'eau tous les jours, à un bon prix et de qualité. Mais comme cette personne utilise votre réseau, il doit, ce qu'on appelle, abonder un fonds de travaux. J'ai pu constater, moi, que certains ne le faisaient pas. Et j'ai pu constater, j'ai aucune difficulté à le dire, que dans certains syndicats, des élus martiniquais ont pris, comment dirais-je, des décisions très, très contestables. C'est-à-dire ? Qui consistaient à supprimer les pénalités de ces gens-là qui n'utilisaient pas l'argent qu'ils auraient dû utiliser pour faire des travaux. Vous êtes en train de nous dire que l'argent... Parce que, vous savez, il y a peut-être des gens qui ont explosé, là, en disant, attendez, SCNO, 50 000 euros de recettes. Non, mais je ne parle pas du SCNO. Non, attendez, laissez-moi vous expliquer ce que les gens peuvent éventuellement penser. 50 000 euros de recettes, ce n'est pas on est bien d'accord que ce n'est pas le montant du chiffre d'affaires réalisé sur les factures d'eau. Ok ? L'essentiel des recettes de l'eau vont aux fermiers. On est bien d'accord, puisque c'est lui qui envoie les factures. Vous dites. Non, mais moi je dis. Ok. Et vous êtes en train de nous dire que sur ces recettes liées aux factures d'eau,
ce fameux fonds de travaux ont été détournés. En fait, ont servi à autre chose. En tout cas, n'ont pas été utilisés pour faire les travaux qu'ils auraient dû avoir fait. Et moi, je l'ai dénoncé suffisamment clairement pour que cela cesse. Est-ce que c'est pénal? À l'époque, j'avais dit au préfet Prévost que c'est lui qui exerçait le contrôle de légalité. Que les instances, et qu'il appartenait au maître d'ouvrage, oui. au maître d'ouvrage, c'est-à-dire au syndicat de communes à l'époque, de chercher à optimiser leurs recettes. Et j'avais même dit, j'étais même allé plus loin, M. Marajou, puisque je vous fais une petite confidence, oui. J'avais dit à l'époque au président du syndicat, quelque chose que je ne leur avais pas écrit, je leur avais dit très clairement, vous n'avez pas qu'à ni infirmier qui pas qu'à faire travaux, puis l'argent qu'il prend, et puis vous n'avez qu'à venir demander la région l'argent pour faire investissement. Donc je voilà. vous repose ma question, est-ce que c'est pénal? Je ne suis pas un spécialiste de droit, mais en tout cas, ce n'est pas réglementaire. S'il y avait des pénalités, moi je n'ai jamais compris pourquoi certains élus ont pris cette décision. Vous avez mis le doigt sur l'eau, sur le sujet de l'eau. Mais ce qui est important, M. Marajou, au fond, mais attendez, je vais vous laisser aller. Mais non, mais je n'ai pas terminé. Ouais. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, que les Martiniquais comprennent encore que dans le diagnostic, l'autopsie, puisque vous voulez autopsier des irréalités, c'est votre droit le plus légitime. C'est pas seulement moi. C'est pas seulement moi qui veux autopsier. C'est vous qui êtes face à moi. Ouais. Vous voulez autopsier cette situation-là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de dire comment on organise un programme d'investissement qui est aujourd'hui identifié à près de 200 millions d'euros sur près de 5 ans, 2 fois 5 ans, pour traiter ça. Cela est possible. À l'époque, j'avais même dit, je pensais que cela allait se faire, puisque j'ai même porté le document. Je l'ai retrouvé en préparant mon émission. On avait déjà eu l'accord des services de l'État pour engager près de 92 millions d'euros, 97 millions d'euros sur la question de l'eau potable et 83 millions d'euros sur l'assainissement. Cette volonté politique-là, quand elle est là, ouais. Elle vous permet d'obtenir des résultats. Cette volonté politique, quand elle est là, nous a permis de faire 34 millions d'euros d'investissement sur l'assainissement. Plus que de regarder dans le rétroviseur. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire aujourd'hui aux Martiniquais, sur des questions aussi essentielles qui doivent nous permettre d'avoir de l'eau à un bon prix tout le long de l'année, il y a des solutions. Et je crois que c'est aussi important que de dire qu'il y a eu des travers. Mais encore une fois, plutôt que de faire l'examen, en tout cas juger les travers, moi je ne suis pas dans l'autopsie, je vais être dans l'analyse d'une situation et plutôt dire, est-il possible de trouver des solutions? Sur ces questions-là, moi je prends ma part de responsabilité et je dis qu'il existe des solutions quand on fait des choix ambitieux sur la question de l'eau. Et qu'est-ce que vous pensez des actions qu'ont menées un certain nombre de villes françaises qui ont attaqué en justice ces fameux fermiers pour leur demander de rembourser l'argent? Les maires. Non mais attendez, laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. Qu'est-ce que vous pensez? Vous dites qu'en autopsie, c'est bien de l'argent qu'on a volé aux Martiniquais. C'est pas ça. Non mais attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi vous poser la question. C'est pas une question, c'est une accusation. Non, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez de l'action d'un certain nombre d'élus français qui ont attaqué ces entreprises pour leur demander de rembourser, parce qu'il n'y a pas qu'en Martinique que ces fameux fonds de travaux n'ont pas été utilisés, de rembourser, parce que vous dites, il y a de l'argent, il faut d'abord se concentrer sur les solutions, et évidemment beaucoup de gens partagent cette idée, mais il y a aussi des gens qui disent, attendez, on va quand même pas se faire voler systématiquement, surtout que les fermiers qui n'ont pas utilisé l'argent, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec, sont encore là. Je peux répondre? Oui. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, qu'il y a des collectivités. Aujourd'hui, la CACEM a fait le choix d'une régie, donc le problème ne s'y pose pas. Je parle de l'Espace Sud ou de Cap-Nord, qui ont des relations contractuelles avec leurs fermiers. Il appartient à ces élus-là, de garantir la bonne santé et le bien-être de leur collectivité. Maintenant, c'est leur responsabilité. Est-ce que vous répondez à ma question? Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'action? Si votre question était, Monsieur Chaumet, si vous aviez été en responsabilité non, c'est dans pas ces collectivités, c'est pas ça ma question. J'entends. Répondez à ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez des actions mais vous aurez la réponse. Mais dites-moi. Je veux même dire, si moi j'étais président de communauté et que c'est sur ce sujet-là. On me démontrait qu'il y avait des choses qui étaient répréhensibles du point de vue de la loi, je n'aurais eu aucune hésitation à exiger des comptes
à ces acteurs privés, car il s'agit des deniers martiniquais. Donc, autant la question du volet juridique, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité des élus qui sont en poste, et j'aurais assumé cette position-là, mais je ne me serais pas cantonné qu'à ça, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est de garantir de l'eau. Donc oui, je pense que ceux qui sont fondés à préserver les intérêts des Martiniquais, y compris en sollicitant le volet judiciaire, ont raison de le faire. Sinon, ça s'appelle de la complicité. Bien évidemment. Je suis très heureux de l'entendre parce que vous disiez tout à l'heure, je leur avais dit, je ne leur avais pas écrit, je ne leur avais pas écrit, je leur avais dit que c'était à minima pas réglementaire. Vous vous rappelez de ça? Vous nous avez dit ça il y a quelques minutes. En tout cas, moi, je n'ai jamais siégé dans ces instances. Ouais. Et j'ai fait en sorte que ceux qui étaient face à moi ne le fassent plus. Très bien. Mais vous avez été quand même en responsabilité, notamment... La région n'a pas de compétences. Non, je parle pas de ça. Je parle du comité de bassin, je parle des instances qui avaient quelque influence, on va dire, sur la gestion de l'eau en Martinique. Je n'ai pas tous les pouvoirs. C'est m'accorder beaucoup de pouvoirs que de croire qu'un président de comité de bassin qui ne peut pas... Influence, je parle d'influence. D'influence, oui, sur le projet, sur l'orientation. Vous savez qu'au comité de bassin, on n'a même pas le pouvoir de s'acheter ou d'acheter un bic, parce qu'en fait, c'est une personnalité politique qui n'a pas de personnalité juridique. Donc, je ne peux pas inster en justice. Mais bon, au moins, vous pouvez écrire et influer. Vous pouviez. Le résultat. Bon, on a vu les déchets, c'est le bordel. On a vu l'eau, c'est le bordel. Alors, sur la question de l'eau, mais je pense qu'il faut dire des choses aussi qui sont des perspectives. Vous voulez rassurer les gens, là, en fait? Pas du tout, leur dire ce qui est possible. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est fondamental d'aller vers un plan exceptionnel d'investissement sur l'eau potable. Ce qui avait été déjà gagné en 2015 et qui peut l'être... Est-ce qu'on peut l'évaluer à combien? À minima 200 millions d'euros pour eau et assainissement. L'ODE dit il faut minimum 500 millions d'euros. J'ai dit à minimum, mais sur 2 tranches. Ouais. Il est illusoire de croire que la collectivité a une capacité de 400 millions d'euros sur un exercice. Donc c'est pour ça qu'on avait à l'époque, ce qui était déjà une vraie anticipation, visait 2 tranches, puisque un SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, ça vit pendant 6 ans. Premier SDAGE, on fait les priorités. Deuxième SDAGE, on affine. Et ça permettait de traiter la question. Je pense que sur la question de l'eau, il y a 2 sujets moi, qui me tiennent à cœur. C'est celui de la réparation. Trouvez-vous normal, M. Marajo, en le posant ainsi, je le pose directement à ceux qui m'écoutent. Ah bon, c'est plutôt à eux. À ceux qui m'écoutent. Trouvez-vous normal que les Martiniquais, qui sont les usagers, qui sont comme tous citoyens français et au mieux européens, ont un droit constitutionnel d'accès à l'eau potable, trouvez-vous normal que ce soit le Martiniquais qui paie les surcoûts liés à la dépollution de la chlordécone? Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons une usine à Vevey qui dysfonctionne, mais en tout cas, c'est une source qui est très abondante, qui produit l'eau la plus chère quasiment de France. Pour quelle raison? Pas parce qu'on est mauvais, parce qu'il a fallu traiter avec quelque chose qui est très coûteux, la chlordécone. Alors, il est très bien que des élus aient fait le choix de la bonne santé, de la bonne qualité de l'eau martiniquaise. Il valait mieux, non? Il valait mieux, mais cela a un coût. Est-ce qu'il appartient aux usagers de le payer? Moi, je considère que ça, là, il y a un vrai combat politique à prendre. Qui devrait le payer? Moi, je dis que, comme dans d'autres domaines, dans l'électricité, où on met ce qu'on appelle le dispositif de péréquation, de solidarité, peu importe comment on l'appelle, eh bien, qu'il y ait un geste de l'État, d'accord, face à une situation que nous n'avons pas choisie et qui a été rendue possible par les permissions de l'État. Quand vous dites un geste de l'État, ça veut dire quoi? Un geste financier fort pour faire en sorte que ce surcoût ne soit pas à la charge de l'usager. En fait, vous voulez dire que le surcoût devrait être partagé par l'ensemble des contribuables français. En tout cas, nous payons tout seuls et je considère que c'est une injustice. D'accord? Deuxième sujet qui me tient à cœur sur l'eau, c'est ce qu'on appelle la tarification sociale. Vous savez, en le Nord, pour aller à Grand-Rivière. Vous savez à quel point, dans certains ménages, vous mesurez un certain nombre de données, la charge de l'accès à l'eau est quelque chose qui pèse sur un foyer. Dans certains ménages, c'est près de 15%. C'est colossal. 15% de votre argent, de votre petite retraite, de vos petits salaires, qui viennent vous donner l'accès à l'eau alors que c'est un droit inaliénable. Eh bien, nous, en tout cas, je propose avec d'autres que sur ces sujets-là, on mette enfin en place la tarification sociale de l'eau. On en parlait en aparté. On en parle en aparté tout à l'heure. C'est le serpent de mer. En fait, allons expliquer aux gens d'abord. Alors, c'est quoi la tarification sociale de l'eau? C'est le choix que des élus martiniquais pourraient faire parce que la loi le permet.
justement par rapport à la contrainte sur l'eau, de dire les gens qui ont des petits revenus paieront l'eau moins cher. Et moi je vais plus loin. Je dis que sur les premiers mètres cubes, ce qui font qu'une personne âgée ou personne qui est vulnérable, sur les premiers mètres cubes, qui est la gratuité. Pas pour remplir piscine, puisque c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit là vraiment d'identifier des personnes qui ont des ressources. Et c'est possible, je crois que c'est comme ça. Concrètement, ça se passe comment? On leur donne de l'argent? Ça peut devenir un chèque eau, ce qui fait que sur les premiers volumes, il y a la gratuité, et après, ça devient progressif. De sorte qu'il y a une forme de justice entre quelque chose qui est vital, sans de l'eau pas ni la vie, mais cette justice qui fait que pour ceux pour qui se garantir une hygiène corporelle ou un fonctionnement avec de l'eau qui soit, on va dire, digne, il y a quand même une solidarité qui s'organise. Alors expliquez-moi pourquoi ça n'a toujours pas été mis en place, alors qu'il y avait une réflexion, qu'on était même allé jusqu'à une convention. Alors dites-nous... La convention n'a jamais été signée, jamais appliquée. Pourquoi? Posez la question à ceux qui que voulez-vous que je vous dise? On a l'impression que vous ne voulez plus vous fâcher avec quiconque. C'est pas que je ne veux pas me fâcher. Mais donnez-nous les noms. Pourquoi les gens qui devaient signer la convention ne l'ont pas signé? Aujourd'hui, ça a été fait à l'époque de la région. Avec le changement de majorité, il y a eu la CTM. J'ai une présidente du comité de bassin aujourd'hui, vous pourrez l'inviter. Moi, je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, ce projet... Vous savez, je n'avais pas invité tout le monde. Déjà, il n'y a pas de place. Ce programme porté par le comité de bassin n'est pas mis en œuvre. Mais plus que ça, encore une fois, de rentrer dans l'autopsie, je considère que c'est un échec. Vous savez qu'à force de faire des autopsies, on va ouvrir une morgue. Parce que j'ai l'impression que la Martinique, c'est une série de cadavres. Je veux donner espoir aux Martiniquais. Je veux dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité et qu'il est possible de convertir cela en succès. Il existe des voies, il existe des chemins pour réussir sur ces sujets-là, réussir et être performant en matière de déchets et en valorisation de déchets. Nous sommes un territoire de 1000 km², nous devrions être des spécialistes de l'économie circulaire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on compacte des déchets, on prend de la subvention européenne pour les envoyer à Bruxelles, alors qu'on aurait pu les valoriser sur place et faire en sorte que ça devienne une matière première. Je pense que sur ces sujets-là, il y a des moyens de réussir. Ce dont vous parlez, effectivement, vous faites le tableau d'échecs d'hommes et de femmes qui auront à répondre de leurs échecs. Moi, ce dont je veux parler, c'est de ce qu'il est possible de faire et de réussir ensemble. Il n'y a pas de souci, mais vous êtes aussi là... En ayant un œil, bien évidemment, sur ce qui ne fonctionne pas. Ah, quand même, parce que rien ne garantit qu'en allant... Il faut vivre dans la vie réelle. En allant sur l'avenir brillant, accueillant, on n'est pas à nouveau des problématiques qu'on a connues hier. Troisième volet, c'est un peu votre dada, l'énergie. Alors là... j'ai l'impression qu'on va déterrer à nouveau des cadavres. On parle de transition énergétique, c'est à la mode depuis plusieurs années. On a des objectifs très ambitieux en matière de transition énergétique, c'est-à-dire de passer, pour aller vite, du pétrole aux énergies renouvelables, comme le vent, etc. C'est une vraie chance pour la Martinique? Bien sûr, bien sûr. Mais là, je vais vous parler d'un problème qui est majeur. C'est qu'il y a plusieurs milliers de Martiniquais qui n'ont ni l'eau, ni l'électricité. OK? Donc, on a des problèmes de riches, apparemment, puisque comme on veut baisser la facture... Quand vous dites ni l'eau, l'électricité, vous dites quoi? C'est des gens qui ne sont pas branchés sur le secteur, quoi. C'est des gens qui ont encore des groupes électrogènes. C'est des gens à qui on dit, écoutez, c'est pas compliqué. Soit vous mettez du solaire, soit vous vous démerdez. C'est des gens qui ont tellement pas d'argent pour payer leurs factures d'électricité qui se branchent à plusieurs sur des poteaux. On a vu un type au Vauclin qui avait 50 personnes branchées sur son secteur. Alors, ça, personne n'en parle, en fait. Je veux dire, il y a des Martiniquais qui ont... il y a un reportage de Martinique Première sur des gens qui vivent à proximité immédiate du centre du Lamentin, qui sont sur une exploitation agricole, qui n'ont ni l'eau ni l'électricité. Voilà la réalité. OK? Et ça, dans les discours, il n'y a pas. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, nous soyons dans une situation énergétique, je parle du service aux particuliers, aussi déplorable, alors qu'on parle modernité, projet, etc. Là encore, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas bien? Alors évidemment, c'est une minorité. On n'est pas là pour dire que 90% des Martiniquais n'ont pas d'électricité. Mais on ne peut pas supporter ça. Ces gens-là, en tout cas, ne supportent pas ça.
en tout cas, peu importe, il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, que Martiniquais n'ait pas l'eau et l'électricité de manière correcte. Bon, vous êtes au courant de ça quand même? Bien sûr. Donc, mais alors, encore une fois, il y a deux sujets. Vous parlez de la transition et vous parlez de l'accès à l'électricité qui relève davantage. Non, je ne parle pas de deux sujets. Je compare. Monsieur Marat, je vous permets. Non, mais attendez. Je rectifie. Permettez-moi de rectifier. Alors, rectifiez-moi après. C'est pour en termes de méthode. Non, je rectifie au début parce que les gens vont croire que ce que vous venez de dire, je l'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on parle de deux sujets. Je dis que au moment où nous parlons... Oui, j'ai compris ça. Mais alors... j'ai compris ça. Je préfère que vous le disiez comme ça. Et moi, je pense autrement. Je dis qu'en fait, vous avez dit là deux choses qui sont totalement différentes. La question du service et de l'accès à l'électricité, c'est une chose. D'ailleurs, ça relève du SMEM. Et la question de l'ambition du projet énergétique, de la transition énergétique, relève davantage de la CTM. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a, dans tout cas, deux niveaux de responsabilité différents, ce qui va me permettre de répondre sur les deux sujets. Je pense que la Martinique est un territoire qui a une vraie chance en matière de transition énergétique. Qu'est-ce qu'on appelle la transition énergétique ? L'essentiel de notre électricité est produite par du pétrole. Ça pose des problèmes de pollution, ça pose des problèmes de réchauffement climatique, même si nous ne sommes pas les plus grands contributeurs, soyons sérieux. Mais aujourd'hui, pour vous qui aimez les chiffres, il faut savoir que la seule facture pétrole sans le transport, c'est 400 millions d'euros. Pendant combien de temps pourrons-nous supporter une telle facture ? Deuxième chiffre, pour qu'on comprenne un petit peu l'environnement, justement parce que produire de l'électricité, ça coûte plus cher en Martinique qu'en France, on n'a pas fait le choix du nucléaire, tous les contribuables français, tous, paient quelque chose qu'on appelle la péréquation. Ça veut dire quoi ? Permettre aux ultramarins de payer l'électricité au prix que paie un citoyen métropolitain. Nous payons notre électricité moins cher que ce qu'elle coûte. Donc nous payons, conséquence, nous payons l'électricité par un dispositif de solidarité que j'appelle de mes vœux sur l'eau, beaucoup moins cher que ce qu'elle coûte, parce que nous sommes dans une situation particulière et que l'accès à l'électricité est quelque chose d'inaliénable. Pour la seule Martinique, c'est près de 300 millions d'euros par an. Pour tout l'outre-mer français, on parle de 2 milliards d'euros. Donc ça coûte aux contribuables 2 milliards d'euros pour brûler du carbone et faire de l'électricité. Mon point de vue est le suivant, c'est de dire que plutôt que de dépenser à perdre cet argent sans perspective d'avenir, mais aussi avec la certitude que l'on n'est pas vertueux parce que l'on pollue la planète et que cela ne va pas s'améliorer, investissons ces moyens sur une transition, une révolution énergétique pour devenir autonome. C'est ça le vrai défi. Et cela est possible. Encore faut-il qu'il y ait une véritable volonté politique. Donc les choses ont quand même évolué en près de 10 ans. À midi, en Martinique, la moitié de l'électricité produite est produite avec de l'énergie électrique. Renouvelable, les panneaux solaires. Mais le problème que ça pose, c'est quand il est 8 heures du soir, problème. Donc la production ne fait plus face à la demande. Donc il y a un vrai défi, c'est celui du stockage, comment faire en sorte qu'on mette ces choses-là dans des batteries. Mais la collectivité doit être un moteur de ces projets-là. Ouais, surtout que le gouvernement ne va pas dans le bon sens. Parce que le gouvernement est plus préoccupé par faire en sorte comment résoudre la question des passoires thermiques, c'est-à-dire que quand on chauffe un bâtiment en France en plein hiver... Non, je ne parle pas de ça. Donc le gouvernement ne résout pas le problème de la climatisation en Martinique, il faut savoir... Mais écoutez, c'est une information que je donne. Une information. Aujourd'hui, en Martinique, la seule climatisation, c'est 30% de notre électricité. Donc il est important... Vous avez vu le truc des spécialistes à travers Contact Entreprise? Vous avez vu ce que le gouvernement veut faire? Il veut quasiment revenir sur les acquis... De la péréquation. Non, pas de la péréquation, des acquis de tout ce dont ont bénéficié les investisseurs sur le solaire. Et Contact Entreprise a pris son bâton de pèlerin pour dire au gouvernement... C'est suicidaire pour nous. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas avoir un modèle d'affaires qui prévoit d'avoir 12-13 centimes au kilowattheure pour parler technique, et puis des semaines après, Bougla fait investissement, la moitié de l'argent. Donc il est important qu'on soit vigilant sur ces questions-là, qu'il y ait de la veille, mais surtout qu'il y ait une vraie volonté politique. Alors, il y a deux projets auxquels moi j'étais attaché, c'est celui de l'éolien à Grand-Rivière, qui est achevé aujourd'hui, et celui d'Albioma, qui avait fait beaucoup de débats pour rien, au point qu'aujourd'hui, ceux qui combattaient ces deux projets
se disent et s'enorgueillissent de dire on est passé de 9% d'énergie renouvelable à 25%. Donc je partage de manière très fraternelle ces succès avec eux, même si je n'oublie pas que lorsqu'il a fallu à l'époque donner des permis de raccordement, je me suis retrouvé bien seul, aucun d'eux n'était là, et quand il a fallu faire le choix de Albioma ou pas, ils étaient opposés à ces projets-là. Albioma, c'est l'usine qui est au Galion, qui plutôt que de brûler du pétrole, ce qui est très polluant, brûle effectivement de la biomasse. C'est polluant, mais c'est 8 fois moins polluant. Oui, donc, c'est 8 fois moins polluant. Il faut rappeler que pour l'instant, l'essentiel de la biomasse est importé. Et dans le bilan carbone, ça reste... Donc, quand on fait des bilans carbone, c'est de savoir entre l'importation, parce qu'on fait venir le pétrole. Hein, le pétrole, on l'a pas chez nous. Donc, faire venir de la biomasse, faire venir du pétrole, brûler de la biomasse. Peut-être que dans 50 ans, on dira ça sera 2 aberrations, mais aujourd'hui, dans l'état actuel de la connaissance, c'est ce qu'il y a de moindre pour répondre aux besoins de demain. N'oubliez pas mes gens qui n'ont pas d'électricité. Il est important qu'on ait une vraie volonté politique pour porter ça. L'agence de l'énergie, elle a été cassée. Ça veut dire qu'on a délégué à l'ADL et à l'ADEME, c'est vrai que c'est des bras armés de l'État, la responsabilité de penser le développement de la Martinique. Il y avait une habilitation énergie. C'est quoi une habilitation ? C'est des instruments réglementaires qui permettent de dire, ben voilà, sur les terres agricoles, on ne mettra pas de panneaux photovoltaïques. C'est interdit. Aujourd'hui, cette habilitation, après 6 ans d'exercice de cette majorité, aucun texte. Il y avait 17 textes, on n'a pas la prétention d'avoir tout dit, aucun texte. Donc, s'il n'y a pas de portage de volonté politique, il n'y a pas de transition énergétique. Énergie thermique des mers, où on faisait de la Martinique le premier acteur, le premier dans le monde, qui avait un démonstrateur qui produisait de manière expérimentale de l'électricité en utilisant la température de la mer, du haut quai chaude et du bas quai profonde, ce projet a été abandonné en 5 minutes avec une motion, sans débat. 10 tonnes de documents, personne n'a rien lu. Donc je dis que quand on veut réussir une transition, il faut qu'il y ait une vraie volonté, et malheureusement cette volonté, elle n'est pas là. Je le regrette fondamentalement parce que ça fait que la Martinique n'est pas au rendez-vous de quelque chose qui m'est cher, on n'a peut-être pas le temps d'en parler ce soir. Il faut que ce territoire devienne stratège. Comment faire en sorte que nos jeunes Martiniquais qui partent en Corée, en Europe, et qui on va en parler, ne reviennent. Donc si sur ces sujets qui sont des sujets d'avenir, on n'est pas performant, eh bien, ils iront ailleurs, ils iront en Guadeloupe. On va parler de l'avenir de la Martinique tout à l'heure. Alors sur la question du service à la personne, vous savez... Est-ce que c'est ça qui préoccupe les gens? Encore une fois, la question de l'électrification, elle permet de faire des choses, notamment sur ce qu'on appelle la fracture énergétique. Hein. Il y a la fracture numérique, c'est-à-dire que ni monde qui n'a Internet et monde qui n'a pas Internet. Aujourd'hui, ça devient quasiment un handicap, inacceptable, parce que quand quelqu'un a Internet chez lui, ça veut dire qu'il est ouvert au monde, et puis la boucle de la panique, il en est. Eh bien, c'est exactement... Là, il 2 fois en ouest. Il 2 fois en ouest. Donc, même s'il mettait fait l'Internet là-bas, il panne l'électricité. Eh bien, ça veut dire que sur ces sujets-là, il y a des échecs. Et que aujourd'hui, et là encore, vous n'allez pas nous parler des causes des échecs. Non, mais je peux dire simplement qu'il n'est pas normal, et je sais qu'aujourd'hui, le SMEM qui a la responsabilité de ce qu'on appelle le réseau basse tension, c'est-à-dire du raccordement final, on peut faire des choix en matière énergétique pour contrecarrer ce qu'on appelle la fracture énergétique. Ouais. Chaque Martiniquais... Il n'y a pas que le SMEM. Le SMEM prélève. Il n'y a pas que le SMEM. Le SMEM prélève. Comme acteur. Alors, en tant qu'opérateur... non, moi je parle pas. Vous parliez de la volonté politique. Est-ce que vous avez entendu un débat dans une des assemblées, de manière récente, des gens se lever pour dire il n'est pas normal. Il n'est pas normal, tout à fait. Vous avez entendu ça? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le champ institutionnel, le partage des responsabilités est tel que l'acteur public qui est fait pour ça, qui est là pour ça, qui a les moyens financiers pour le faire, c'est le SMEM. Et que je pense qu'on peut améliorer cela, on doit améliorer cela. Il y a quelque chose qu'on appelle la MDE, la maîtrise de la demande d'énergie. Le SMEM perçoit, on va dire, des usagers consommateurs d'électricité, des recettes qui lui permettent de mettre en œuvre des projets ambitieux. Je sais qu'ils le font sur l'éclairage public. Oui, ils font un gros travail. Ils font un gros travail. Il y a un travail qui est fait sur l'éclairage public. Mais encore une fois, sur ces sujets-là, qui est l'accès à l'électricité, c'est l'acteur dédié qui est exclusivement et surtout mobilisé à le faire. Peut-être qu'il faudra qu'il fasse des partenariats avec l'État sur la question de la solidarité, avec la CTM. Mais en tout cas, je crois que sur ce sujet-là, on ne peut pas passer à côté et mettre des Martiniquais à côté du bien-être. Est-ce que justement, cette espèce de fracture, vous parliez de la fracture numérique, et là, de la fracture électrique,
Est-ce que le décalage énorme qui existe entre ceux qui ont et ceux qui ont moins ou ceux qui n'ont pas dans ce pays, c'est pas ça le... je ne suis pas obsédé par l'autopsie, comme vous disiez, mais quand on prend les 6 composantes de la vie quotidienne des Martiniquais, sur aucune de ces composantes, il n'y a aujourd'hui de satisfaction complète de la population. Je vous en prends 2 que vous connaissez, même si vous n'avez pas été en poste de responsabilité, à responsabilité sur ces 2 sujets. La santé, par exemple. L'accès à la santé. Okay, et puis les transports en commun. Bon, on est là sur des sujets dont les responsables sont différents, puisque la santé, c'est pas les mêmes acteurs que sur le transport en commun. Mais si on multiplie les composantes, on s'aperçoit que chaque fois, il y a une part soit minoritaire, soit majoritaire, mais de toute façon importante de la population qui prend du fer. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça le cœur du sujet? Je vais tenter de vous répondre parce que ce que vous dites là est extrêmement important, parce que c'est ce qui peut générer ce sentiment de bien-être ou de mal-être. C'est cette question des inégalités. Voilà. Et nous vivons dans un territoire, dans un pays qui aujourd'hui a vu les inégalités s'accroître entre ceux qui ont accès à l'eau et ceux qui n'ont pas accès à l'eau, ceux qui ont accès à la mobilité et ceux qui n'ont pas accès à la mobilité, ceux qui ont accès à l'électricité, etc. À l'information. Ceux qui ont les moyens de se nourrir avec du surgelé et ceux qui se nourrissent bio. D'accord ? Ceux qui ont accès à la... Et je pense que ça sera le défi qui fera que nous pourrons trouver de la crédibilité auprès des Martiniquais. Si nous n'abordons pas, si on évacue ce sujet qui est celui des inégalités qui se creusent, on est à côté de la plaque. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce diagnostic. C'est quelque chose de fondamental et qui génère beaucoup de relents, d'amertume et qui sclérose mon pays, alors que moi, je pense qu'il faut l'inviter à valoriser toutes ces énergies créatrices pour devenir ce qu'on appelle des producteurs de richesse et de savoir-faire. Vous êtes d'accord que vous n'allez pas être entendu? C'est un vrai défi de génération. Ouais. Moi, je pense qu'on est là face à un vrai défi de génération. Nous sommes face sans doute à un système, un modèle économique qui a trouvé ses limites, qui est surtout fondé sur l'économie de transfert, l'importation, et qui, notre génération doit réinventer un modèle. Je suis fonctionnaire, je suis enseignant, je suis issu d'une famille enseignante. Je suis convaincu que l'avenir des jeunes Martiniquais, c'est pas le fonctionnariat, c'est la création d'activités, de richesses, d'entreprises. Il faut faire muter les esprits aussi. Il faut faire muter les esprits, muter les outils. Est-il normal que ce soit les mêmes personnes, vous connaissez ces chiffres comme moi-même, qui bénéficient des fonds européens et ti artisans, ti boucher, ti plombier, il pas qu'à l'argent fonds européen? Pour quelle raison? C'est très simple. Les bureaux d'études aujourd'hui qui montent les dossiers, ils se rémunèrent sur le montant du projet. Si le projet fait 10 millions, il fait 3% de 10 millions. Si le projet fait 2 000 euros, il fait 3% de 2 000 euros. Donc, ça veut dire que d'un côté... Il y a un autre critère qu'il faut évacuer, mais je vais quand même le citer, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Attendez, je vais arriver au bout de l'idée. Oui. Je veux dire que... Mais là, vous ne citez qu'un critère. Je veux arriver au bout de l'idée, indépendamment des critères. Mais il y a une réalité. C'est qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui consomment les fonds européens. Est-il normal que l'exclusivité, sinon la quasi-exclusivité du POSEI, qui est, on va dire, la disposition qui est mise pour notre insularité, pour l'agriculture, soit quasiment consommée que par la banane et la canne. Et on parle à l'infini de diversification. Vous parlez, c'est Bougala, j'en peux faire diversification. Eh bien, il faut changer la règle. Moi, je pense qu'il y a toute une série de mesures fondamentales à prendre du point de vue économique pour rétablir ce que j'appelle de la démocratie économique. Il nous faut faire évoluer, c'est une autre transition, on parlait de transition énergétique, il faut aller vers des mutations profondes du système pour qu'on mette de la transition dans le domaine et de la justice. On est de l'ordre du législatif, là. Pas du tout. Quand une collectivité fait le choix d'accompagner des petits porteurs de projets... Non, mais on parlait des fonds européens, du POSEI, c'est pas la CTM qui peut régler ça. Quand une collectivité... Vous savez, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, non, mais bon. D'accord. Oui, donc, c'est la tarte à la crème. C'est la tarte à la crème. Il faut d'abord le vouloir pour le faire. Donc, je dis que aujourd'hui, pour l'accès aux fonds européens,
Je sais qu'il y a des efforts qui sont menés, mais on est loin du compte. Il y a là une vraie injustice. Et vous pensez que le petit artisan, qui est à la fois technicien, comptable, financier, etc., commercial, à un moment donné, de l'eau pas qu'à dépasser farine? Les fonds européens, c'est pour les autres, hein? Non. Moi, je pense qu'il y a un tissu entrepreneurial martiniquais, qu'on appelle les petits artisans, les petits acteurs économiques, les entreprises de moins de 5 salariés, qui mériteraient qu'on se préoccupe. Alors, c'est vrai que les investissements macroéconomiques, il y a des gens qui croient à la théorie du ruissellement, moi, j'y crois pas. En tout cas, je pense qu'elle est incomplète si de manière macro, on n'agit pas micro. Il faut agir des deux côtés des extrémités. Et ça demande sans doute beaucoup d'innovation et une capacité à repenser, on va dire, les modalités. Je crois que ça passera par la formation. Un sujet dont on ne parle pas. Vous savez, j'ai un fils qui est parti faire ses études, ça coûte quelque chose, vous en savez. Mais quand on a bâti Bougala, loyer avec un pays, en France, Toulouse, manger avec un manger, Toulouse, etc. Mettez la somme des parents martiniquais qui envoient aux alentours de 1 000 € par mois. Non, plus que ça. Je vais vous donner le chiffre, c'est 600 millions sur 5 ans. D'accord. Voilà, 600 millions d'euros sur 5 ans. Aujourd'hui, la CTM verse combien à l'université de la Martinique? La dotation de l'université, c'est 2 millions d'euros. Qui sont les enfants qui restent à l'université en Martinique? Pour beaucoup, ceux qui n'ont pas les moyens financiers de partir ou ceux qui n'ont pas été pris. Je ne crois pas que ça soit une bonne perspective d'avenir pour la bonne santé de notre université. Ouais. Faisons le pari de la connaissance. Investissons massivement pour que cette université devienne un phare dans la Caraïbe. Donc on n'est pas 2 millions, mais 20 millions. Et peut-être que, et je dis que peut-être que ça sera l'une des réponses pour que nos talents martiniquais, plutôt que d'aller ailleurs, fassent pas un choix, on va dire, par défaut, mais un choix d'adhésion pour avoir. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie révolution dans les mentalités. On va y venir, parce que là, vous êtes en train de nous décliner une espèce de programme politique. Oui, mais en fait, vous abordez une question qui est fondamentale, là, qui fait sens. Oui, mais comment rétablir de la justice? Et je pense que c'est à la fois sur des choix économiques, mais aussi sur des choix stratégiques. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire, tout simplement, appliquer la loi? À quoi vous pensez quand vous dites ça? Écoutez, un nombre incalculable de textes de loi dont pourraient bénéficier nos concitoyens ne sont pas appliqués en Martinique. À quoi vous pensez quand vous dites ça? On va prenons un exemple que vous connaissez bien sur les déchets. Vous savez. Quel est le rapport avec la question que vous me posez? Je parle des inégalités. Vous dites, il faut une volonté politique pour réduire les inégalités. Bien sûr. Moi, je vous pose la question. Mais c'est pas du discours. Oui, donc, bien évidemment. Mais ça tient du souhait, puisque pour ça, il faut être au pouvoir. Mais là, par exemple, si on vous dit, mais attendez, vous m'avez posé une question. Je réponds. C'est à mon tour. Si on vous dit, il suffirait peut-être d'appliquer la loi. L'exemple que j'allais vous citer, le taux de non-recours aux droits sociaux en Martinique et en Guadeloupe, ce taux, en fait, le nombre de gens qui ont droit à quelque chose, mais qui ne le réclament pas, ou à qui on ne le donne pas, pour des raisons obscures, ce taux est le plus élevé de France. Donc, appliquer la loi, par exemple, ce serait qu'un certain nombre d'élus disent aux gens qui sont censés verser ces sommes. À qui vous parlez plus clairement? Je pense que l'auditeur ne comprendra sans doute pas. Mais moi, je parle à l'homme politique qui me dit, écoutez, voilà des solutions pour réduire les inégalités, et ces solutions sont tout à fait légitimes et sont bien comprises par les gens que nous avons en face de nous, mais un certain nombre d'entre eux disent, oui, mais pour aller plus vite, est-ce que pour réduire les inégalités, il ne serait pas mieux de taper sur la tête des gens qui devraient accueillir les personnes âgées pour leur donner les allocations auxquels ils ont droit, par exemple? Oui. Pourquoi pas? Oui. Mais personne n'en parle. Bon, vous en parlez, je vous réponds oui. Vous avez votre réponse. Vous allez mettre ça dans... Oui, mais... Enfin, oui. Maintenant, encore une fois, moi je dis que... Vous savez que ça représente des sommes considérables. Mais tant mieux, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais on dirait que ça vous préoccupe pas. Mais non, pas du tout. Vous complétez le panel. Vous me dites bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des moyens supplémentaires. Et je pense que les bonnes. Ah non, mais ils existent. Hein. Ils existent. Donc, faisons simple quand on peut faire simple. Voilà. Faisons simple quand on peut faire simple. Mais il faut pas opposer les sujets. Non. Je veux pas les opposer. On les complète. On les complète. Et moi, je pense que vous parlez de la mobilité.
Mais pendant très longtemps, il a fallu 13 € pour quelqu'un de Grand-Rivière, au centre de Grand-Rivière. Sous Télédescente de France, c'était 13 € aller, 13 € retour, 26 €. Ouais. C'est profondément inégalitaire. Un abonnement mensuel au téléphone. Est-ce qu'un jeune de Grand-Rivière peut travailler dans l'hôtellerie ou la restauration s'il n'a pas de voiture? La réponse est non. Oui. Donc, enfin, même de Fort-de-France. Hein. Même de Fort-de-France. Pour aborder ces sujets-là avec sérieux, je dis que si on n'est pas au rendez-vous des défis de la mobilité, on pourra parler à l'infini d'équilibre de territoire. Ça sera de l'incantation. Donc, il faut vraiment un projet énergétique, un projet de mobilité. Est-ce que vous savez aujourd'hui, M. Marajou, qu'on a pris du temps, ça a pris du temps pour passer de 17 autorités à une autorité unique. On a toutes les compétences en matière de transport. Ouais, j'allais y venir, mais vous l'abordez. On a toutes les compétences, de A à Z. Après 5 ans, le législateur prévoit que l'on fasse quoi? Ce qu'on appelle un programme de développement, déplacement urbain, un PDU, pour les gens qui savent. Avant de parler de savoir s'il faut un téléphérique, un 3e TCSP, des voies, le législateur vous demande d'exprimer votre besoin. C'est comme quand on fait une maison. Vous avez un projet, vous commencez par acheter un terrain constructible. D'accord? Et puis, vous allez voir un architecte. Et puis, il vous pose des questions. Comment vous vivez? Et puis, à partir de là, il vous dit, voilà comment je conçois les pièces, etc. Eh bien, à l'heure où nous parlons, en 2020, après 6 années, en tout cas, de décision d'avoir fait ce syndicat unique, qui a pris, en tout cas, sa compétence Martinique Transport aujourd'hui, il n'y a toujours pas de marché passé pour que les élus martiniquais, en place, disent comment ils pensent le transport de demain. Comment voulez-vous, dans ces conditions si mal organisées, que le projet de mobilité des Martiniquais, qui est un projet essentiel, se convertisse? Vous savez, moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut tourner la page et permettre que ces questions-là se règlent avec une volonté politique. Vous allez me poser la question, pourquoi ça ne se fait pas? J'ai envie de dire, je ne me l'explique pas, mais encore une fois, c'est la preuve que les résultats qui ont été obtenus par cette équipe, en tout cas sur ce sujet-là, ne sont pas de bons résultats. Très bien. Alors, on a noté que vous ne vous expliquez pas beaucoup de choses, mais on va probablement... En tout cas, je sais reconnaître une politique qui a du succès et une politique qui a échoué. Mais bon. Et les Martiniquais, ce qu'ils veulent profondément, plus que l'explication de l'échec, ce qu'ils veulent, ils en ont assez des explications d'échec. Ce qu'ils veulent, c'est des politiques qui réussissent. Bon, très bien. Et ce à quoi je m'attelle sur ces sujets qui me sont très importants, vous avez parlé de la question des inégalités, de répartition des tous les dispositifs d'accompagnement social, je reparle des inégalités, qui sont des trappes à bas salaire. Sont des trappes à bas salaire. On a fait un CICE, c'est-à-dire un dispositif État de compétitivité pour donner aux entreprises des moyens sans contrepartie. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc je pense que ces questions des inégalités, ces questions de la mobilité, ces questions de l'accès à des questions aussi essentielles que l'eau, l'énergie, elles doivent être consubstantielles, elles doivent structurer une ambition politique. Très bien. Alors, d'une Martinique qui est juste, d'une Martinique qui se veut juste, ça tombe bien, d'une Martinique qui réussit et d'une Martinique qui a une vision. Soyons un territoire stratège. Fantastique. On a bien l'impression qu'on est en train de lire un programme politique. C'est de ma cohérence politique. En tout cas, c'est structuré. On a bien... Merci pour le compliment. On a bien l'impression que ça a été pensé. Est-ce que c'est un hasard total si vous êtes aujourd'hui très proche de Philippe Joc? Je suis très proche avec lui depuis 2008. Mais est-ce que, à l'approche des élections, on peut concevoir que Dany Chomé serait sur une liste conduite par Philippe Joc? Je pense qu'il a totalement, on va dire, les qualités pour s'engager. Maintenant, c'est un homme d'engagement. Il s'est engagé auprès des entreprises. Qui aurait pu penser qu'un Martiniquais soit un jour à la tête du MEDEF. C'est un homme d'ouverture, de dialogue, qui n'est pas, on va dire, enfermé dans des contingences d'appareils. Je pense qu'il a des qualités. Il a des qualités. Non, mais Monsieur Chomé. Oui. Vous êtes en train de nous dire qu'avant Philippe Joc, il n'y avait pas de Martiniquais. Pas du tout. Je parle de son parcours. Non, vous dites qui aurait dit. Non, mais attendez. Qui aurait dit que Martiniquais aujourd'hui serait à la tête du MEDEF? Oui. Vous voulez dire un Martiniquais noir? C'est ça que vous vouliez dire? Bien sûr. Ah d'accord, ok. Bien parce que les autres, c'était quand même des Martiniquais. Un petit-fils, on va dire les choses très clairement, petit-fils d'ouvrier agricole. Voilà. Voilà, mais là on a compris. On a compris. Donc l'applique-là, excusez-moi. Oui, parce que vous avez enlevé l'identité martiniquaise il ne faut pas enfermer les des hommes prédécesseurs. dans des préjugés. Voilà. Et je pense que
c'est un homme d'engagement qui n'a pas l'habitude de se débiner face à ses responsabilités. Si j'espère que ce sujet-là le préoccupe, en tout cas nous y réfléchissons, et quand il prendra sa décision, il aura tout le loisir de le dire. En tout cas, est-ce qu'il pourra compter sur vous? C'est ce qu'on a envie de savoir ce soir. S'il prend une décision d'aller, puisque ça fait quand même quelques mois qu'il y a une vraie réflexion autour d'une candidature de Philippe Jocques, est-ce qu'il pourra compter sur votre présence? En tout cas, moi je vous ai dit très clairement, au-delà des questions amicales, c'est pas ça la question. Oui, c'est un ami, on est comme beaucoup d'autres le sont, y compris ceux que je vais combattre pour leur bilan ou pour leurs échecs. Il a selon moi toutes les qualités pour porter un nouveau souffle, parce que je pense que nous avons besoin d'un nouveau souffle. Nous avons besoin de pratiques politiques qui mettent de côté les histoires des uns et des autres. On a longuement parlé de la question du passé, du pas passé. Je suis, moi, mais atterré, et vous le savez tout autant que moi, à quel point les choix décisifs de ce pays sont surdéterminés par la qualité des relations entre les hommes. Oui, on en a parlé. Qu'ils soient de droite ou de gauche, on est vraiment au degré zéro. Et je pense qu'il faut un nouveau souffle. Et lui et d'autres, hommes et femmes, pas forcément issus des sérails politiques. Je suis, moi, issu du sérail politique. Mais je pense qu'il faut aussi des hommes de la synthèse, des femmes de la synthèse. Et j'espère, en tout cas moi j'espère très clairement qu'il prendra cette décision. Maintenant cette décision lui appartient. Ouais. Encore une fois, c'est un homme d'engagement. De toute façon, je suis confiant. Il aura un peu plus de temps puisque l'élection sera probablement reportée. On n'a pas parlé du coronavirus et de... Oui, vous savez qu'il y a comme ces sujets font l'actualité en permanence. On n'a pas parlé de la motion de censure. Oui, non, mais bon, je suis pas sûr que les Martiniquais s'intéressent au quotidien à cette histoire. Permettez-moi une digression sur ça quand même. Oui. 30 secondes parce que l'émission est terminée. Je pense que l'un des sujets aussi qui va permettre de démontrer notre maturité politique, on s'est beaucoup battu pendant très longtemps pour avoir une collectivité unique, on s'est beaucoup battu pour avoir un transport unique. Ce sont des outils. Maintenant, ce qui est important, c'est l'objectif et le projet. Je pense qu'il est fondamental, quand on s'inscrit dans une posture de responsabilité, d'avoir la hauteur et la lucidité de respecter les institutions. Moi, je pense que ce qui s'est passé pendant près de 6 ans, près de 5 ans, à la 7e n'est pas normal. De voir une assemblée devant laquelle l'exécutif, les 8 là qui sont là, ils sont responsables devant l'assemblée, être autant méprisés. Mais il a annoncé la couleur très tôt. Il était dit à l'époque, président de l'Assemblée accueillissant passeur de parole. Très bien. Donc il y a eu à la fois, je pense, de la passivité de l'Assemblée, parce que l'exécutif est responsable devant l'Assemblée. Et il y a, à mon avis, un détournement de ce qui, pour moi, est fondamental, c'est les pratiques démocratiques. On ne peut pas avoir un exécutif qui se défait des décisions de l'Assemblée. Ces questions-là, M. Marajo, peut-être qu'elles sont un peu techniques, elles sont peut-être pas aussi croustillantes que la question des déchets, la question de l'eau, etc. Non, elles n'impactent pas la vie quotidienne. C'est pas vrai, c'est faux. Non, mais bon, on peut en débattre. Parce que les décisions qui sont prises, elles doivent se prendre. Moi, je trouve qu'une assemblée, un exécutif qui sont dans la sérénité, travaillent dans la sérénité, dans le respect mutuel des uns des autres, ça apporte de l'efficacité. Ça sera le challenge pour la prochaine assemblée. Ça apporte de l'efficacité, et qu'aujourd'hui, ça fait partie des vrais enjeux sur la gouvernance. Je pense qu'il y a le temps du travail, il y a le temps de la campagne, il y a le temps de l'élection. Et une fois que l'élection est revenue, il faut revenir à la sérénité et servir la cause du pays. Très bien. En tout cas, si jamais vous faites partie des équipes qui sont candidates à la succession de cette équipe en place. En tout cas, je prendrai mes responsabilités. Voilà, on retiendra que vous avez... Je serai de cette bataille fondamentale. Quand je considère on est à la croisée des chemins. Vous avez fait l'énumération peut-être très longue de tout ce qui ne va pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être de cette bataille pour démontrer et pour pouvoir incarner une alternative aux échecs que nous avons évoqués, mais de dire résolument, Martiniquais, nous pouvons réussir ensemble. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a un petit quart d'heure de chronique littéraire, ce qui fait une des particularités de cette émission. On l'a reçu, Gilbert Pagot. Je voudrais vous recommander La Martinique de l'amiral Robert. Donc, Anton Robert, Panorama colonial sous Vichy,
1939-1943. Si vous voulez comprendre un certain nombre les stigmates que nous portons, de nos lacunes actuelles, pour ne pas dire autrement. Elles sont là. Alors, si vous voulez mieux comprendre comment l'économie de la Martinique et de la Guadeloupe, les économies se sont bâties depuis le XVIIe siècle, un ouvrage extrêmement rare. Donc, comme il est présent à la librairie antillaise, foncez, Alain-Philippe Blérald, Histoire économique de la Guadeloupe et de la Martinique du XVIIe siècle à nos jours. Souvent, il y a des histoires qui oublient la période contemporaine. Celui-là l'inclut et c'est fondamental. Alors, si vous voulez sourire, l'histoire du Paris créole, parce que, bon, effectivement, la diaspora antillaise a construit un monde à part à Paris. L'histoire, les écrivains, les artistes du XVIIIe siècle au XXe siècle. Et là, vous retrouverez tous les gens qui ont marqué l'histoire de cette diaspora et surtout du bouillonnement culturel de la diaspora à Paris, sous la direction d'Éric Noël. Ensuite, bon, vous connaissez probablement Jared Diamond, ou quelques-uns d'entre vous connaissent, Effondrement, etc. C'est à la fois un philosophe, un scientifique, et face aux crises, il fait le comparatif entre les réactions des nations et les réactions des individus. Et très souvent, les nations adoptent des comportements individualistes et on est notamment dans une situation de crise mondiale, puisqu'il y a une pandémie du Covid, et ce bouquin est extraordinaire et tout à fait étonnant sur ce type de comparaison. Et puis, pour finir, le polar de la semaine, bon, je reviens à un classique, hein. Michael Connelly écrit sur Los Angeles. Pour une fois, il va au-delà de la ville de Los Angeles et il écrit l'un des meilleurs polars du XXe siècle à travers cette espèce de course-poursuite entre un serial killer et la police avec un final totalement éblouissant. C'est probablement le meilleur de Michael Connelly. Danny Chomé, félicitations. Merci d'avoir accepté. J'ai pas porté ma lecture de ce jour-ci, que j'aurais pu comparer à la vôtre, mais je vous la conseille, c'est Après l'État-nation de La Plantine. Excellent, on retient. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis à très bientôt, parce qu'on vous a senti prêt pour le combat de la future élection à la CTM. Plus que convaincu, engagé pour servir mon pays, utilement. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. À très bientôt, à la semaine prochaine.